Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer cette conversation. Je vais laisser la parole à Jean-Raphaël Nothomb qui nous accueille. Et ensuite, je vous expliquerai un peu comment ça va se passer. Guillaume, il faut que je reste assis. Je peux voilà. Bon, alors voilà, je vais me lever, je préfère. Qui vient ici pour la première fois, juste pour que je sache? Ah oui, quand même. On vous a prévenu des risques ou pas? Non. Alors, vous êtes ici à la Grande Loge de France, qui est une obédience, en gros la plus ancienne, qui est une obédience de tradition, et dans lequel, ici, nous cultivons l'humanisme. Nous cultivons également les traditions, et vous êtes dans cette obédience qui couvre le monde entier. J'étais il y a 48 heures à Singapour, où nous avons des loges également. Et vous êtes ici dans un endroit emblématique qui s'appelle le temple Franklin Delano Roosevelt. Et vous voyez sa photo qui est ici. Et en fait, c'est parce qu'il y a une raison historique. C'est qu'en 1944, quand la Grande Loge de France a réexisté grâce au général de Gaulle, les francs-maçons américains sont venus nous apporter leur soutien. Et comme le président était déjà très malade, c'est son épouse qui est venue ici apporter le soutien matériel et moral des francs-maçons américains aux francs-maçons français. Et à notre tour aujourd'hui, nous faisons la même chose, puisque la Grande Loge de France s'enorgueillit d'avoir créé les premières loges indépendantes en Ukraine. Donc nous faisons à notre tour. Et puis j'ai été élu grand maître de cette grande maison avec une politique d'ouverture au monde. Et dans le cadre de cette politique d'ouverture au monde, nous rencontrons la presse, nous avons ouvert un musée et on a confié notre restaurant à un chef renommé qui s'appelle Thierry Marx. Et donc que vous avez là. Et ce qui permet de joindre l'utile et l'agréable. Alors si je peux me permettre un petit quart d'heure publicitaire, le restaurant de la Grande Loge qui s'appelle Le Cercle par Thierry Marx, et vous pouvez tout à l'heure dîner avec nous si vous n'êtes pas encore inscrit, présente une particularité, c'est que le midi il est ouvert à tous ceux qui veulent bien y venir. C'est climatisé, on y mange bien pas cher. Voilà. Ben, j'ai tout dit. Et alors, il fallait que je finisse par une formule, mais la formule, oui, parce qu'on s'est calé un peu avant, hein, c'est qu'en fait, cette politique d'ouverture au monde, elle est basée sur une formule que vous avez tous appliquée ce soir. Avant, les francs-maçons étaient plutôt secrets, il faut bien le reconnaître, et nous, comme les autres. Et j'ai institué une politique qui consiste à dire « oser pousser nos portes ». Et ce soir, vous avez poussé nos portes. Alors, je sais que c'est pas pour moi, je sais que c'est en particulier pour Thierry Marx et pour Jacques Arnoux qui est présent ici, et évidemment un peu aussi pour Guillaume qui a inventé les conversations. Mais donc voilà, merci d'avoir osé pousser nos portes. Merci beaucoup, Jean-Raphaël. Oui, oser pousser les portes comme oser prendre le risque d'une conversation. Il y a 12 ans, j'ai créé ce festival des conversations avec un objectif qui était de donner aux gens le goût et le risque de prendre le risque d'une conversation et surtout d'aller trouver le goût d'une conversation. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvé avec Thierry en disant mais on va aller partager ces moments et ces échanges pour en faire des conversations. Alors, une conversation, c'est quoi? C'est un moment de partage et d'échange. Converser, étymologiquement, ça veut dire faire avec, construire avec. Donc, à tout moment, vous allez pouvoir, là aussi, je vais me lever, vous allez voir, à tout moment, vous allez pouvoir vous mêler à la conversation. L'objectif, c'est surtout pas que ce soit que nous quatre qui parlions. Alors, je vais vous distribuer, c'est pas facile avec le micro, je vais vous distribuer des cuillères en bois que vous pourrez agiter quand vous voudrez. Et ça voudrait dire que vous voulez vous mêler à la conversation et que vous avez quelque chose à dire et à relayer. L'idée étant de mélanger nos ingrédients. Alors, les gardez pas pour vous, hein, vous les prêtez. Vous pouvez repartir avec si vous voulez, mais l'intérêt, c'est qu'on puisse en servir plusieurs fois. Et voilà, là, vous en avez une, c'est bien. Tenez, merci. Voilà, alors... Cette conversation, première chose qu'on fait quand on démarre une conversation, c'est qu'on se présente à la personne avec qui on va converser. Donc, ce que je vais vous demander, puis après je vais vous expliquer qui sont les personnes qui sont avec moi, même si vous connaissez déjà Jean-Raphaël et probablement un peu Thierry Marx et pour certains aussi Jacques Arnould. Mais ce que je vais vous demander déjà, c'est de vous présenter à la personne qui est à côté de vous et que vous ne connaissez pas, ou derrière vous, en fonction de la façon dont vous êtes assis, parce que pour converser, il faut connaître les gens à qui vous parlez. Donc, je vous laisse vous présenter. Alors,
Merci. On va pouvoir donc démarrer cette conversation. Donc, je vais vous présenter, en plus de Jean-Raphaël, les deux personnes qui sont avec moi ce soir. Jacques Arnould, il est historien des... Vous me dites si je dis une bêtise. Hein. Il est historien des sciences, théologien, auteur d'un certain nombre de biographies, dont... je ne sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas celle que moi j'ai lue et dans laquelle j'ai été pioché un certain nombre de choses à la suite d'une conversation qu'on avait eue tous les deux sur Camille Flammarion, que j'ai découvert et qui est absolument un personnage étonnant, mais on y reviendra, et qui également questionne beaucoup les rapports entre la science et la religion. Et je trouve que c'était intéressant. Il y a un autre titre d'un de vos livres qui s'appelle La lune dans le bénitier, qui permet de se poser un certain nombre de questions. Et quand on crée une conversation dont le thème est les racines de l'esprit naissent dans l'estomac et quel est le lien entre les nourritures terrestres et les nourritures spirituelles, je trouve que c'était intéressant d'avoir cette vision-là. Et puis, à ma droite, Thierry Marx. Thierry, c'est... moi, j'ai rencontré Thierry il y a un certain nombre d'années au travers de Cuisine Mode d'Emploi, qui est une école absolument extraordinaire qui permet à des jeunes et des moins jeunes issus de quartiers prioritaires de pouvoir avoir un métier. Et puis, on a passé là quelques jours ensemble au travers d'un concours de cuisine qu'on a organisé pour des jeunes qui font une formation qui s'appelle le service militaire adapté, qui existe dans les territoires d'outre-mer. Et Thierry, c'est un homme pour moi de générosité et de culture et qui est auteur de nombreux livres, dont un, moi, dans lequel je me suis replongé pour préparer cette conversation, qui s'appelle « La stratégie de la libellule ». Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller découvrir ce texte, parce qu'il y a plein de petites idées absolument passionnantes dedans, dont, entre autres, une chose que moi m'amuse assez, c'est la différence entre une libellule et une mouche. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Donc moi, finalement, par me présenter vite fait, donc je suis Guillaume Villemot. Je vous ai dit, j'ai créé le Festival des Conversations il y a un peu une douzaine d'années. C'est né un soir, cette passion pour les conversations, cet intérêt pour les conversations. Vous disiez tout à l'heure, oser franchir les portes, oser les conversations. Moi, j'ai fait un livre il y a quelques années qui s'appelait comme ça. Et c'est né d'un soir d'un dîner à la maison où un de nos enfants nous dit ben moi, j'ai un ami qui, tous les soirs, quand il se couche, il parle à son téléphone. Alors, je lui dis, ah bon, mais à qui il parle? Et il dit, non, il parle pas à quelqu'un. Il parle à son téléphone. Et effectivement, son téléphone, il avait Siri. Et donc, il posait des questions à son téléphone et son téléphone lui répondait. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est ça le monde dans lequel on a envie de vivre? Ou en tout cas, dans lequel moi, j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est le monde vers lequel il faut que nos enfants grandissent? Et on a oublié, je trouve, ces dernières années, le poids, l'importance et, j'allais dire, presque la raison vitale des conversations. Au même titre qu'il faut se nourrir pour pouvoir vivre, mais on y reviendra après, eh bien, il faut apprendre à converser. Parce qu'apprendre à converser, alors je ne sais pas si c'est peut-être un peu naïf, mais j'aime avoir cette naïveté-là. Mais je pense que les conversations, elles peuvent plus ou moins changer le monde, ou en tout cas le fait d'écouter et de comprendre l'autre et d'apprendre à l'entendre peut permettre de faire changer les choses et changer le monde plutôt en bien. Je vous ai expliqué le principe des cuillères. Donc, j'ai une première question pour vous trois. C'est quoi pour vous une bonne conversation, Jacques? Une bonne conversation, d'abord bonjour, ou plutôt bonsoir à tous et à toutes, ceux qui nous accueillent, qui sont déjà ici, et puis ceux comme moi qui découvrent un peu ce lieu, donc merci pour... En fait, moi, souvent j'utilise un autre mot, c'est le mot de dispute, mais c'est la même chose. Bon, dispute, c'est le médiéval, c'est la Sorbonne, la jeune Sorbonne, c'est le fait d'avoir une idée à défendre en écoutant l'idée que l'autre a à défendre, et parfois même d'échanger de position. Et que je trouve que c'est ça qui est dans la conversation intéressante. C'est pas une conversation mondaine où chacun parle de lui, mais d'avoir un peu une thèse à défendre. Et je trouve que en tout cas, c'est comme ça que je vois ce moment qu'on a ici grâce à vous. Thierry, une bonne conversation? Une bonne conversation, c'est un moment privilégié, je trouve, et on en manque, où dans cette conversation, il n'y a pas d'éclat, mais il n'y a pas cette volonté de se créer des ennemis. C'est de dire on cherche des solutions plutôt que des coupables. Et je trouve qu'une bonne conversation, c'est ça, que tout le monde peut approcher finalement son idée, que son idée peut être débattue, et que à la fin de ce débat ou de cet échange, de cette conversation, eh bien on est potentiellement les deux parties réfléchis à pouvoir avancer ensemble. Ce côté unité, et c'est pour ça que je défends l'idée de remettre
les conversations, parce qu'elles disparaissent un peu, y compris de nos tours de table, où chacun veut avoir raison. Or que s'il y a bien un endroit où on peut retrouver de la confiance et de la tolérance, c'est quand même à table. Donc pour moi, une bonne conversation, c'est quelque chose qui va nous permettre de trouver des solutions et de ne pas se fabriquer des ennemis. Ben ici, à la Grande Loge de France, on a une particularité, c'est la liberté de conscience. Si vous êtes ici, c'est que vous acceptez l'idée que l'autre vous respecte, mais que vous respectez l'autre. Et ce qui veut dire que nous, dans nos échanges, dans nos conversations, pour reprendre le terme de ce soir, la particularité, c'est que nous pouvons aller dans l'intimité des choses parce qu'il y a ce respect absolu, accepté, engagé de ce qu'est l'autre par rapport à soi-même. Et ça donne des échanges intimes, profonds, que nous adorons, et c'est la raison pour laquelle on y reste pendant des années. Merci. Est-ce que vous savez quel est le premier sujet de conversation dans le monde ? La météo, absolument. La météo. Et alors, est-ce que vous avez une idée de savoir pourquoi ? Alors, parce qu'il fait chaud, ça c'est vrai qu'en ce moment on a un peu chaud, il paraît. Non, c'est le premier sujet de conversation dans le monde parce que c'est un sujet qui finalement qui est pas très impliquant. Et ça permet de, ce qu'on dit communément, briser la glace. Et est-ce que vous avez une idée de quel est le deuxième sujet de conversation le plus important après la météo ? La nourriture, exactement. La nourriture. Et si vous regardez un réseau social qui est par exemple Instagram, vous découvrirez, vous verrez plutôt, que le premier ou un des tout premiers, mais je crois que ça reste encore le premier sujet de conversation ou en tout cas de partage et d'échange, reste la nourriture. Et alors on va photographier son assiette, on va photographier un ingrédient, on va partager ce genre de moments-là. Et donc la nourriture, effectivement, c'est le sujet de conversation numéro 2 après la météo. Thierry, pourquoi est-ce que vous avez voulu recréer ces conversations et aller piocher ces moments-là qui sont des moments suspendus ? Parce que ces conversations, c'est des moments intimes et je trouve qu'on a basculé dans l'idée aujourd'hui du débat permanent et d'opposer en général des contraires qui n'aboutissent qu'à des choses assez stériles. Donc de ramener l'idée des conversations, quand nous en avons parlé, je me suis dit voilà une idée géniale, s'apaiser. Dans un monde dans lequel nous sommes, où il y a un monde parallèle, qui est le monde des réseaux sociaux, pratiquement un monde à la Matrix, un monde qui n'existe pas vraiment, eh bien, je trouvais que de s'asseoir, de parler, de converser, de s'apaiser, finalement de mieux respirer, d'être ensemble les uns avec les autres et pas forcément les uns contre les autres, c'est des moments qu'il fallait recréer parce que ce sont des moments de vie et de vie partagée. Et dans un monde, comme je viens de l'évoquer, où tout est sous tension, avec un rythme qui est un rythme extérieur, finalement. Ce monde parallèle, pour moi, me semble être un monde extérieur. Finalement, je m'interrogeais, et nous parlions de ce concours il n'y a pas très longtemps, comme nos écoles travaillent beaucoup avec des jeunes gens qui sont privés de liberté. Ces jeunes gens me disent, mais combien vous avez de followers ? Je dis, je n'ai pas l'idée de ce qu'est un follower. Et je lui dis, mais toi, tu as combien de followers ? Alors, il me sort un nombre incalculable de followers. Et je lui dis, mais qui tu prends un café demain matin ? Il me dit, je ne sais pas. Et ça m'a donné une bonne raison de dire, il faut recréer de la conversation. Il faut savoir, même la modeste conversation de comptoir devient une conversation intéressante. Et je me souviens d'une micro-conversation au comptoir d'un petit café à Vincennes où je vais m'entraîner au sport. Et le monsieur dit, aujourd'hui, le temps va plus vite. Et nous sommes partis sur une conversation sur le temps qui allait plus vite devant un café noir et une mauvaise page de l'équipe. Je trouve ça extraordinaire. Donc il faut recréer ces mondes-là parce que sinon on s'exclut, on se referme, on a des idées sur tout, mais finalement on communique de rien. Merci beaucoup. On a pris comme thème et comme fil rouge pour toute l'année, on reparlera à la fin de cette conversation des prochaines dates. Si vous avez envie de revenir vous mêler à ces conversations. Le thème et notre fil rouge, c'est Thierry qui m'a suggéré ça et que j'ai acheté avec plaisir. Les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Jacques, quand on dit que les racines de l'esprit naissent dans l'estomac ?
ça m'inspire. Alors, j'ai eu plein d'idées en préparant ça. C'est pour ça qu'il faut que je choisisse une. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein, je suis preneur. Une image d'abord. Alors, bon, parce que vous l'avez précisé, je suis théologien. J'ai non seulement une culture, mais aussi une pratique religieuse ancienne qui s'est actualisée. C'est la scène de Léonard de Vinci. C'est-à-dire le repas. Alors, on n'est pas dans la conversation de bistrot. J'aurais pu réagir là-dessus aussi, mais j'adore aussi ça. Hein, bon. Mais c'est-à-dire, quand même, enfin, dans notre culture occidentale, parce qu'il y a plein d'autres cultures, mais ça, c'est ce que disait Jean-Raphaël tout à l'heure, mais c'est quand même une œuvre qui est sans doute assez centrale, mais qui dit plein de choses. C'est-à-dire que c'est quand même un repas avec des gens qui sont autour. Et de là, en réfléchissant à cette conversation et partant de là, je me dis au fond, qu'est-ce qui se passe dans un tel repas, entre ce lien entre la terre et le ciel? Et là, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, après je m'arrête tout de suite, hein, mais c'est le mot d'apocalypse. Alors attention, pas la fin du monde, c'est la révélation. C'est-à-dire le moment, enfin, est-ce que nos repas, alors peut-être pas le fast-food, parce que justement, c'est le truc qu'on met en photo avec des photos. Non, mais le moment où on s'assied, qu'on prend un peu de temps, ou peut-être même dans un comptoir de bistrot, qu'est-ce qui se révèle de ce que nous sommes, comme terriens, mais peut-être un peu au-delà. Alors, dans la scène, il se révèle tout ça. Il y a le terrien, il y a voilà, même la trahison, enfin bon, et puis même des choses qui, elles, en revanche, vont relever de l'esprit. Voilà un premier petit élément de réponse. Je lance ça au milieu de la table. Jean-Raphaël? Nous, c'est l'inverse. Je vous raconte juste une anecdote. J'étais à Lyon il y a quelques semaines de ça. BFM qui vient m'interviewer. On a un très grand centre au cœur de Lyon. Et la journaliste me dit, c'est quoi l'endroit le plus important pour les francs-maçons là dans votre installation? Et je lui dis, mais le restaurant, naturellement. Parce qu'en fait, quand on finit nos travaux, systématiquement, on fait ce que l'on appelle, ça porte un très joli nom, c'est un nom grec. Nous avons des agapes, Thierry, des agapes. Et il y a derrière ce mot la notion d'un échange avec à manger et à boire joyeux. Et tout à l'heure, vous allez, pour ceux qui le souhaitent, être invités à aller dîner dans ce qui est le restaurant que pratiquent tous les francs-maçons qui se réunissent ici. Et il n'y a pas une soirée qui se termine sans qu'il y ait 300 ou 400 personnes qui aillent dans cet endroit pour échanger autour d'à manger et d'à boire. Et en fait, cette conversation-là, elle relie à la fois le terrestre et le spirituel, elle relie à la fois le sérieux et le gai et le joyeux. Et ça, c'est un immense bonheur. Thierry? Alors c'est merveilleux parce qu'on a évoqué deux choses extrêmement importantes. Je pense qu'on n'évoque pas suffisamment la spiritualité. Alors on a peur de ces mots, on a peur qu'on nous range souvent dans une case, mais je suis convaincu du sens de la spiritualité de l'alimentation. Je vis beaucoup au Japon, ça fait ma 35e année de Japon, et quand on dit avant de manger, Itadakimasu. Itadakimasu, c'est merci de ce que je reçois. Pas d'un dieu, pas de la nature. Et quand j'évoque cette modeste tasse de café autour d'un comptoir, qui n'est pas très bon d'ailleurs ce café, mais il recrée du lien. Il recrée le lien du vivant finalement. On va parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui fait travaux sur des chantiers ou que sais-je, mais on va parler, là on va échanger. Et ces moments de spiritualité nous font sortir du rôle de consommateur et nous font venir au rôle de mangeur. Et c'est important parce qu'on a parlé beaucoup des fast-food, du restaurant, de manger, mais on oublie cette dimension spirituelle du lien du vivant. Alors on y met ce qu'on veut dedans. Moi, je ne veux pas débattre de cela de façon approfondie, je n'en ai pas les compétences, mais cette forme de spiritualité qui nous relie finalement à accepter de manger avec l'autre, finalement parce qu'on finit par avoir confiance en lui. C'est dangereux de manger. Je pourrais vous préparer. J'ai écrit un livre qui s'appelle « On ne meurt pas la bouche pleine, comment on empoisonne des gens avec la cuisine moléculaire ». Donc vous voyez que ça peut être dangereux. Mais l'idée de se dire
Je m'assois avec quelqu'un que je ne connais pas et finalement j'accepte le partage d'un repas. Et ça, c'est quelque chose, il y a une forme de spiritualité. Et j'ai un ami, Claude Fischler, qui me dit souvent il faut qu'on s'habitue à cette forme de spiritualité laïque peut-être, de refaire des mangeurs et d'être un peu moins des consommateurs. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée de spiritualiser les choses ou de les re-spiritualiser pour qu'on rentre de nouveau dans le respect de la nature qui nous nourrit. Et j'en viens toujours à ces racines de l'esprit qui naissent dans l'estomac et que finalement l'art de manger est aussi l'art d'avoir une conversation avec les autres. Enfin, c'est mon humble avis, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est enfin, je viens de finir un livre d'échange et de conversation avec l'archevêque de Mossoul, que vous connaissez, qui est Monseigneur Najib. Et justement, on échangeait sur l'importance des repas comme étant des lieux de conversation. Et je lui dis, mais la nourriture française n'est pas une nourriture qui facilite les conversations. La nourriture de partage, finalement, qu'on trouve en Espagne, qu'on peut trouver au Liban, etc., favorise probablement plus la conversation. Alors là, il m'a dit, non, Guillaume, non, vous avez tort. Ici, nous, ici en Irak, on ne parle pas quand on reçoit des gens. Et donc, quand on est un hôte et qu'on reçoit et qu'on a un repas, on doit tout faire pour que ceux qui sont invités puissent se nourrir, et en tout cas celui qui reçoit ne parle pas. Et je pense qu'il y a vraiment une notion de culture en fonction des endroits et sur des lieux de conversation. J'ai travaillé longtemps avec un architecte qui était Roland Castro, et Roland disait toujours, on n'arrive pas à imposer des lieux de conversation, il faut créer des espaces qui favorisent ces échanges, qui les rendent naturels, mais on n'a pas forcément toujours des lieux de conversation qui peuvent exister. Je voudrais revenir sur la notion de spiritualité, pardon. Jean-Raphaël, on dit, quand on parle des nourritures spirituelles, comment finalement on peut apprendre à s'en rassasier ou à s'en enrichir? Est-ce que ces nourritures spirituelles, parce que les nourritures terrestres, c'est bien et on va y revenir juste après, mais les nourritures spirituelles, comment on sait c'est quoi? Est-ce qu'il y a des recettes? Il y a des livres de recettes de cuisine, mais est-ce qu'il y a des livres de recettes de nourriture spirituelle finalement? Il faut avoir envie. Il faut juste avoir envie. C'est la curiosité? C'est le cas ici, mais je voudrais raconter une anecdote. Non, un moment important. Ça remonte à 2003. Il se trouve qu'avec Jacques, on s'est rencontrés dans un institut qui s'appelle l'Institut des hautes études de défense nationale. Et Jacques, certains soirs, nombreux soirs, m'a invité au couvent des Dominicains, qui est rue Saint-Jacques. Et il y a une particularité, c'est qu'on mange sur des grandes tables d'hôtes, petites, et après on parle. Et peut-être la petite nuance que je donnerais, c'est que il y a cette envie de partager à la fois un moment, et la table donne ce prétexte, mais il y a aussi l'envie de partager au sens du partage des cœurs et des esprits. Et moi, j'ai eu cette chance avec Jacques de partager des soirées longues, intenses et parfois bouleversantes. Ça laisse des moments incroyables dont on se souvient, imaginez, il y a plus de 20 ans de ça. Je dis la vérité ou pas? C'était sur la longueur des tables. Non, mais je crois qu'effectivement, enfin, et ça c'est important, c'est l'accueil de la table. Enfin, vous le disiez, il y a une espèce de confiance. On fait confiance aux cuisiniers, on fait confiance à ceux lesquels on va prendre le temps. Et bon, vous l'avez pas dit, mais je travaille à l'Agence spatiale française. Et une des questions qu'on adore me poser, c'est les extraterrestres. Bon, parce que c'est à la mode, les scoops volantes, et toutes ces choses-là. Et lors d'un précédent échange là-dessus, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous diriez si vous rencontriez un extraterrestre, un vrai, parce que des extraterrestres, on en rencontre tous les jours, mais un vrai extraterrestre, qu'est-ce que vous lui diriez? Et j'y pensais tout à l'heure en vous écoutant, est-ce que vous acceptez de prendre un café avec moi? Parce que, il faut commencer par là. Bien sûr qu'il y a des tas de questions, comment vous êtes venu ici, comment vous déplacez, etc. Oui, mais ça c'est secondaire.
la première chose, est-ce que vous acceptez de venir avec moi prendre un café au bistrot en bas ou en bas de l'agence spatiale qui s'appelle le Molière, où j'ai ma carte de membre, etc. Enfin, on commence par là. Enfin, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, oui, je vous invite, vous répondez à mon invitation, donc il y a un début de confiance pour une tasse de café. Alors, il est peut-être pas beaucoup bien meilleur que celui que vous parliez, mais c'est pas grave. Enfin, je crois que c'est vraiment essentiel. Allez, madame. Merci. Dans la prolongation de la pensée que vient d'exprimer Thierry Marx, je pense au film Le festin de Babette. Entre cette nourriture terriblement terrestre et un peu atypique en Norvège et la spiritualité qui se dégage à la fin du film, c'est à travers ce repas, ce festin très particulier. Et la deuxième observation, je pense moi aux cuisines familiales, les grandes réunions, tout le monde, désolé, hein, mais tout le monde est dans la cuisine, soit à éplucher les légumes, mais ça entraîne des conversations. C'est plus quotidien, désolé, je fais ma cuisine pour moi tous les dimanches. Je passe mon dimanche matin à cuisiner pour moi, pour mes repas. Donc je sais, et l'amour que l'on peut mettre à ces moments-là participe de cette nourriture de l'esprit. Merci. Merci. C'est merveilleux d'évoquer le festin de Babette parce qu'effectivement, elle ne parle pas la langue et son seul moyen de communication, ça va être l'assiette et de faire découvrir sa culture française avec les cailles en sarcophage, et enfin tout ce qui va avec, c'est un moment merveilleux. Mais il y a une phrase du moine Dongen, c'est le VIe siècle, Dongen était cuisinier dans les temples, et il disait « La cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère ». C'est merveilleux comme on peut utiliser cette phrase, finalement, donner de la mémoire à de l'éphémère. Et il se trouve que dans mon parcours, j'assiste ou j'aide ou je parraine, on appelle ça comme on veut, une fondation qui s'appelle La Vie au Grand Air. On récupère des gamins en grande déshérence, placés très souvent, et on crée des maisons. Et la première des choses que nous créons dans ces maisons, c'est une cuisine un peu familiale, et qu'on ait au moins 5 chambres pour des enfants de 0 à 15 ans qui soient reçus. Et un jour, j'évoque avec une dame, ce qu'on appelle chez nous une dame hôtesse, et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu leur fais ?» Elle me dit « Écoute, je crée des souvenirs. » Parce que ces enfants n'auront pas de souvenir d'un lieu de réchauffement du cœur, d'un lieu très sensible qui est le lieu de la cuisine, du petit déjeuner, dîner. Et elles n'ont de cesse, ces dames, de faire naître et de donner de la mémoire à de l'éphémère au travers du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Donc ce que vous évoquez, c'est ce moyen de communication que peut être la cuisine, même très modeste. D'ailleurs, on a évoqué des cuisines très simples. Vous prenez la cuisine italienne, c'est 90% du produit, 10% de technique. Plus difficile pour la cuisine française où c'est aussi beaucoup de produits, mais aussi beaucoup de techniques. Mais vous voyez, cette simple salade de tomates qu'on va faire, quand je le fais des fois dans des milieux très, très fermés comme les lieux de privation de liberté, et pour des détenus des fois qui sont un peu complexes et ambigus, eh bien, on fait une salade de tomates et il y en a toujours un qui va dire « Ah, ma mère la faisait pas comme ça ». Et vous voyez, on a un petit fil à récupérer. Donc quand nous évoquons là ensemble le fait que les racines de l'esprit naissent dans l'estomac, vous voyez que tout ça, ça a son importance, de reparler de mangeur, de redonner de la mémoire à de l'éphémère. Parce que là, à l'instant T, si je vous demande votre plat favori, vous n'allez pas me le dire comme ça à haute voix, mais vous allez le visualiser. Et moi, il y a très longtemps, on me demande... Pour la création d'un musée de la gastronomie, on me dit, j'étais un peu agacé par tout un tas de questions où tout le monde revendiquait d'avoir vécu un moment génialissime de repas. Moi, je leur ai dit, mon repas, le meilleur souvenir de ma vie, c'était des coquillettes avec du cornet de bif. Et ma mère rinçait une boîte de concentré de tomates. Elle faisait une énorme marmite pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et nous, les enfants, on avait le droit de mettre du gruyère dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit le plat le plus gastronomique. Mais vous voyez, rien que de vous en parler,
je le vois. Et c'est ça qui est magique avec la cuisine, c'est qu'à un moment donné, vous rallumez un lien qui ne se voit jamais, qui est le lien de confiance. Donc de croyance, si je peux me permettre. Donc c'est tout ce qui m'intéresse quand on évoque ces conversations autour de la table et de se dire que finalement, on devrait relancer ces idées de conversation à table ou pas à table, autour d'un café, mais arrêter à tout prix d'essayer d'avoir raison sur tout et d'être un spécialiste de tout. Philippe, Jean-Raphaël nous a parlé des agapes. Elles ne sont pas obligatoires, mais il est quand même vivement conseillé d'y assister parce qu'on dit que les agapes font partie de la tenue. Et il faut savoir, je ne pense pas dévoiler un grand secret, que lorsqu'on est en tenue, c'est pas le café du commerce, on ne prend pas la parole comme ça, on la demande. On peut la demander 2 fois, mais pas plus. Donc c'est très réglementé et les agapes nous permettent effectivement d'échanger, surtout avec des apprentis qui ont entendu la planche et qui sont désireux de pouvoir parler de leur expérience et qui ne peuvent pas le faire, sauf effectivement au moment des agapes. Pour en revenir à ce que disait Thierry sur le cerveau et puis l'estomac, il y a des chercheurs et des médecins nantais qui ont découvert que nous avions autant de neurones dans notre intestin qu'un chien n'en avait dans sa tête. Et un chien, c'est loin d'être idiot. Donc, c'est vrai que le cerveau de notre ventre, on appelle ça le deuxième cerveau, est très important parce que c'est lui qui perçoit les émotions. Et donc, il faut que cette émotion puisse monter au niveau du cerveau et puis être analysée et ensuite redescendre au niveau du cœur pour qu'il y ait une action qui soit faite. Madame, Oui, alors moi je suis médecin psychiatre, mais en gériatrie. Donc je ne m'occupe que de personnes très âgées, polypathologiques et qui ont des troubles neurocognitifs évolués. Et donc une conversation, ça se décrète pas. Et j'utilise ce que les anglo-saxons appellent le small talk. C'est-à-dire qu'on va vers la personne qui ne parle pas, qui est aphasique, aprivatif, phasique, la parole. Et puis, j'essaie toujours de savoir quel est le prénom, quel est le nom de famille. Et ça me donne une orientation sur ce qu'elle mange. Et une des dames m'a dit, alors qu'elle ne parlait pas, elle m'a dit, mais regarde Trésor, la sauce est glissante. Et effectivement, il y avait une vieille sauce horrible sur le plateau de l'hôpital où je travaille. Et je trouve ça absolument merveilleux. Il faut que vous sachiez que les soignants sont là par amour, mais c'est un amour agapé. Hein, il y a 3 sortes d'amour, hein, philia, agapé et eros. Bien sûr, il ne s'agit pas d'eros dans les soins, mais de celui qui se donne sans attendre nécessairement de retour. Mais on l'a le retour, tout le temps on l'a. Et pourtant, j'ai affaire qu'à des parkinsoniens, qu'à des malades d'Alzheimer, qu'à des gens qui veulent se suicider. Et il y a un temps zéro où ils sont dans un profond malheur et un temps T+1 où la conversation s'engage sur des petits indices comme ça. Et il faut que vous sachiez que les malades d'Alzheimer reviennent à leur plat d'origine, à leur nourriture d'origine, à leur culture. Hein, ils demanderont à avoir le plat du pays, le couscous de leur pays, etc. Ça, il faut le savoir. Ils perdent en général 50 ans de leur vie. Et la nourriture permet de nous relier à eux, sauf quand il y a une sauce glissante. C'est passionnant. merci. C'est passionnant ce que vous évoquez. Je vais laisser la parole parce que je vais parler de l'espace. Et il se trouve qu'il y a quelques années, je travaille pour un centre à Paris-Saclay et on s'occupe de la nourriture, de la comfort food des astronautes. Et donc c'est passionnant et je voyais une espèce de gag à m'occuper de cette comfort food. On me dit, oh là là, mais non, mais attendez, c'est très sérieux. C'est très très sérieux. Et parce que, l'astronaute ne peut pas être malade de son alimentation. Pas possible. 2, il ne peut pas déprimer avec son alimentation. Parce que s'il se referme sur lui-même, qu'il ne veut plus communiquer, donc qu'il perde cette commensalité avec les autres, c'est inquiétant pour la mission. 3, il ne peut pas manquer d'eau. Donc c'est intéressant de voir ça. Et puis 4, il ne peut pas vivre dans ses déchets. C'était une autre phase intéressante de recherche pour nous. Et 5, il vit en surpopulation.
Vous voyez que la relation à la nourriture et la vie en surpopulation fait qu'on a besoin de retrouver un lien qui vous ramène à proposer qui vous êtes au travers d'un plat. Et pour Thomas Pesquet, ça m'avait beaucoup animé parce qu'il m'a dit « Oh non, mais moi je veux de la langue de veau lucullus ». Je lui ai dit, c'est un plat du XVIIIe siècle. Et il me dit, oh, mon grand-père, il faisait ça très bien. Alors, évidemment, les chercheurs, oh là là, c'est compliqué. Alors, on travaille avec une maison qui est extraordinaire, qui s'appelle ENAF, qui a vraiment l'habitude de travailler dans ce genre de mission. Et on a retrouvé le moyen de faire la langue de veau lucullus et une pomme rôtie au pain d'épices. Mais c'était tellement important pour lui qu'il a fallu trouver les moyens techniques pour qu'il puisse faire vivre ça à lui quand il avait un petit coup de blues, mais aussi aux gens qui étaient dans cette même mission. Après, on revient dans l'idée des agapes, et c'est intéressant que vous parliez des agapes et du partage. Moi, quand je suis rentré chez les Compagnons des Devoirs, j'étais très jeune, j'avais 15 ans, j'étais un peu terrorisé à l'idée d'arriver dans un monde un petit peu comme celui-ci, un peu ésotérique, or qu'en tant que sociétaire, on n'avait pas à prendre la parole. Et il se trouve que je ne savais pas où étaient rangés les draps. Ouais, c'est un truc idiot. Donc on est à table et je lève la main timidement et je demande la parole. Et alors là, il y a un monsieur qui se lève, il met un chapeau avec une énorme canne et qui dit Notre mère, pays et coterie, un jeune sociétaire veut prendre la parole. Autorisez-vous ce jeune à prendre la parole ?» J'avais oublié la question. Et alors, je dis une bêtise, où sont rangés les draps. Et un gamin qui me tire la manche, il me dit, non mais attends, je vais te le dire après. Donc, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est ne prends pas la parole pour rien. Observe et tais-toi. Apprends et comprends. Ensuite, tu pourras prendre la parole. Et c'est tout le cheminement que j'ai eu dans tout le temps de mon apprentissage, tant que je n'étais pas été élevé au grade d'aspirant ou au grade de compagnon, de se dire, bon, peut-être pas d'usage de prendre la parole. Donc, à table, on faisait un peu le silence et on écoutait nos anciens. Et c'était une source d'apprentissage extraordinaire, vu que la transmission que nous avions chez les Compagnons des Devoirs était une transmission orale. Donc, il fallait apprendre à écouter. Et je trouve que c'est un enseignement pour apprendre d'abord à gérer son émotion, mettre du temps entre l'émotion et l'action de prendre la parole. Je trouve que ça avait été un chemin éducatif, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, voilà. Ça, et après, je relancerai sur autre chose. On reparlera d'espace, justement. Non, moi, j'ai pas tous ces souvenirs. Alors, vous partagez des souvenirs de compagnons dans la compagnie à laquelle j'ai appartenu était beaucoup plus libre de parole. Enfin, les Dominicains ont un peu inventé la démocratie. Ça veut dire parfois un peu le plus grand désordre, comme nous disions de nous-mêmes. Mais simplement puisque tu parlais de ces soirées que tu as pu passer chez les Jacobins, en t'écoutant, je pensais aussi à l'accueil de la table. Parce que c'est aussi, enfin, vraiment d'accueillir celui qui se présente à nous tel qu'il est, et que ça, c'est table ouverte, enfin, si je peux utiliser cette expression-là. Et ça me semble très important, et c'est vrai, ça rejoint ce que vous disiez, enfin, c'est l'écoute, mais enfin, de part et d'autre, et c'est l'accueil. Et dans le lieu que tu évoquais, dans la mémoire que j'en ai, j'ai des gens d'une diversité extraordinaire, où un soir, on pouvait avoir, et sans que tout le monde sache exactement qui était qui, des professeurs d'université, des repris de justice. Je prends un cas très précis, où vraiment, et des filles de joie. Et je trouve ça magnifique, parce que autour autour de la table, dans des conversations très discrètes, mais c'est l'humain qui est là. Et il y a une chose que j'avais dans la tête en préparant cette conversation, dont je la place maintenant. Moi, je ne sais pas si c'est le bon moment, vous m'en excuserez. Je ne suis pas capable de créer un menu tout à fait parfait. Mais c'est dans les évangiles, donc dans ma culture évangélique, il y a pas mal de choses qui tournent autour de la nourriture, parce que c'est la question de le rapport au matériel, l'ascèse, des choses comme ça, et le pur et l'impur. On n'en a pas encore parlé, mais la nourriture, il y a la question aussi du pur et l'impur. Il n'y a pas seulement des poisons, il y a des nourritures interdites et des nourritures qui sont permises. Et vous savez bien qu'il y a un propos
du rabbi, là, de ce prophète de Palestine, qui était quand même extrêmement clair sur le fait qu'il n'y a rien d'impur, enfin, dans ce qu'on donne à l'homme. Il dit, c'est pas la nourriture que vous prenez qui vous rendra impur. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est une parole forte. C'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur. Donc tout ce travail de la spiritualité dont vous parliez, la nourriture, au fond, dans ce propos qu'il a en disant, mais il n'y a pas d'aliments impurs. Mais c'est une manière de nous libérer, mais pour nous contraindre à un travail qui relève du spirituel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de tout ce que je reçois du monde qui me nourrit, pas seulement nourriture de cuisine, mais tout ça, a priori, il n'y a rien d'impur. C'est moi qui le reçois et c'est moi qui vais le travailler dans ce travail personnel. Alors on rejoint aussi tout le travail du maçon, je suppose. Tout ce travail personnel qui va faire que je vais rendre... Il y a des choses qui vont effectivement peut-être me toucher, me rendre impur, et d'autres choses qui au contraire me purifieront et me feront avancer. Je ne sais pas si c'était le bon moment, mais écoute. Si, il n'y a pas de bon et de mauvais moment. Je trouve que c'est le hasard et les avancées d'une conversation. Je reviens 2 secondes sur la notion du temps. Moi, il y a cette phrase d'Hemingway qui, pour moi, est absolument essentielle dans mon existence, qui dit « On met 2 ans pour apprendre à parler et 40 pour apprendre à se taire ». Et je crois que c'est ça, c'est cette logique justement de comment je fais pour apprendre à écouter l'autre. Ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, c'est que cette notion de je suis capable d'entendre le moindre mot, la moindre chose qui peut paraître insignifiante et de laisser tomber les a priori qu'on peut avoir par rapport à ça. Parce que ce qui est exprimé à un moment donné a une valeur. Et c'est toute la difficulté, je trouve, pour les conversations. Et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où on est dans une approche où tout est rapide, où tout se veut rapide, c'est comment on met un coup de frein face à cette accélération. Et moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Thierry, vous avez en commun l'espace, entre autres, mais vous disiez tout à l'heure que effectivement vous travaillez pour le CNES. Qu'est-ce que ça apporte, ce que vous faites aujourd'hui en termes d'éthique pour l'espace? Qu'est-ce que ça apporte finalement dans ces nourritures terrestres qu'on peut avoir aujourd'hui? C'est quoi le lien, ou comment on fait pour avoir un lien entre l'espace et notre quotidien? Et moi, là, toujours la question que je me pose, c'est comme avec la Formule 1 et l'automobile. On dit, oui, vous savez, la Formule 1, ça permet d'améliorer l'automobile au quotidien. En quoi l'espace, finalement, peut être ramené dans quelque chose qui va nous toucher? Et là où on cherche à ralentir, est-ce que... il y a une phrase d'Einstein où il disait à un moment donné, et je le cite mal, mais à force de vouloir absolument aller dans la Lune, on a oublié de regarder les fleurs qui poussaient à côté de soi. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'aller trop loin, trop vite? Pour reconnaître ce que vous disiez, ce que Thomas Pesquet et d'autres avant lui expliquaient, pourquoi ils vous demandaient en particulier cette langue de veau, c'est ça, ou je ne sais pas, langue de bœuf. Langue de bœuf, pardon. Et c'est parce que aussi ces camarades d'équipage attendent le jour où c'est la cuisine française qui est au repas, et c'est uniquement les jours de fête. Parce que ce jour-là, on sort de la nourriture américaine ou russe, peut-être même japonaise, je n'en sais rien, mais et là, on sait que l'on va manger quelque chose de bon. Et ça, c'est important parce que, et là, je vais essayer de répondre à votre question. Il y a déjà une chose que nous apprenons, que nous avons appris depuis bientôt 70 ans d'aventure spatiale, c'est tout de même à travailler ensemble au-delà des frontières que nous sommes imposés ou que nous nous imposons sur Terre. Aujourd'hui, au moment où nous conversons, il y a quand même un équipage à bord de la Station spatiale internationale où il y a des Russes et des Américains, des Européens, il y a une Française, mais c'est un lieu un peu extraterrestre où les conflits terrestres sont oubliés. Alors, c'est un peu, vraiment, c'est un peu réduit, mais il y a 70 ans derrière. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait ce petit bond, ce petit saut de puce dans l'espace, que c'est vraiment un saut de puce à l'échelle de la galaxie, eh bien, nous a d'abord permis de redécouvrir notre brave planète et de découvrir qu'on était aussi capable peut-être de travailler ensemble. Au sortir de la guerre froide, c'était pas gagné, et l'espace est encore aujourd'hui un outil déjà pour entre humains apprendre à coopérer. Il y a de la compétition, mais c'est comme partout, comme tous les métiers, il y a de la compétition, mais il y a au moins ça que nous avons appris et que nous avons su faire. Après, comment le poursuivre, c'est le problème. Alors, tant mieux si la nourriture française est un ferment de moments de cohésion où l'équipage se retrouve et est heureux de se retrouver, parce qu'à partir de ça, il travaille de manière assez séparée, c'est vrai.
C'est vrai que quand on a travaillé, et qu'on travaille toujours d'ailleurs avec le CNES, le CNRS, sur la nourriture de l'espace, quand on s'entraînait dans le vol en 0G, à chaque débrief de vol, c'était Jean-François Clairvoy qui nous formait et qui disait tout ce que vous allez faire pour l'espace sera plus utile pour la Terre. Et c'est vrai, alors moi je m'étais imaginé peut-être qu'une prise de hauteur nous permettait de regarder les choses différemment. Je fantasmais un peu le truc, mais c'est pas faux parce que les chercheurs avec qui nous travaillons à Saclay nous disent ah ben non mais c'est intéressant quand ils nous parlent que nous sommes malades de notre alimentation et que les astronautes ne peuvent pas être malades de leur alimentation. Alors c'est quoi une bonne cuisine? Pour faire une bonne cuisine, il faut de bons produits. Donc à Saclay, immédiatement, on s'est rapproché du monde agricole pour essayer de savoir ce qu'était un bon produit. Et les chercheurs sont des gens pragmatiques qui disent si vous voulez savoir si le produit est bon, il faut le mesurer. Il faut mesurer son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Son impact social, c'est la rémunération de l'agriculteur. En échange de quoi, il n'ira pas chercher des aides. Comme il a suffisamment d'argent, il fera la conversion en impact environnemental dont il est convaincu qu'il faut la faire et mesurer aussi l'impact nutritionnel. Là, ça nécessite des études cliniques. Donc c'est intéressant. À Saclay, évidemment, on a travaillé avec Bleu Blanc Cœur et aujourd'hui, on a 8000 agriculteurs qui travaillent là-dessus. Puis après, il y a eu l'eau. Alors on s'est dit, un astronaute ne peut pas manquer d'eau. Nous manquons d'eau. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'on travaille, notamment dans le département des Pyrénées-Orientales, mais dans certains autres départements aussi, sur c'est quoi un hôtel demain. Si on ne veut pas que les hôtels n'aient plus de piscine, eh bien, il faut commencer à imaginer, comme dans la cabine spatiale, qu'on puisse retraiter les eaux grises qui sont produites par les eaux de douche, etc. Mais il va falloir que les hôtels s'habituent à refiltrer les eaux. Donc, tout ça, ça peut créer du business. Je ne veux pas dire que on est dans un monde de commerce. Et puis, ne pas vivre dans ces déchets. C'est intéressant que Jean-François Clairvoy nous dise ça, parce que, en gros, on a un océan de plastique autour de nous. Dans notre grande compétence créative, on a créé le plastique. Or que quelqu'un comme Gilles Boeuf nous dit, mais regardez plutôt la nature, regardez la peau d'un fruit, c'est un outil de protection, on devrait créer des protections complètement naturelles et ne pas avoir à créer ces plastiques dont on ne sait plus. Donc ça nous a permis de travailler sur le biomimétisme des emballages et puis la surpopulation. Alors la surpopulation, on s'est dit, il va falloir travailler sur la souveraineté alimentaire. Alors on s'est dit, oui, alors faut produire mieux, plus, etc., etc. Oui, mais on est en train de perdre nos terres agricoles. Donc ça nous a permis de travailler sur, est-ce que les terres agricoles françaises sont à vendre ? On vous dit non, c'est très légalisé, sauf qu'on a quand même déjà vendu une partie de nos forêts. Vous voyez que cette prise de hauteur, comme ça, je trouvais que quand Jean-François Clairvoy nous dit ça, avec les chercheurs avec qui nous étions, pendant ce vol, chacun a réfléchi. Moi, j'ai réfléchi en termes de lien du vivant, donc de la terre à l'assiette, et tout le travail qu'on faisait avec eux. Vous voyez, c'est intéressant des fois et j'en profite pour saluer la mémoire d'Edgar Morin, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la pensée complexe, mais de se dire, arrêtons d'apprendre en silo. Et ce qui est fort aujourd'hui à Paris-Saclay, c'est qu'on a créé un cerveau collectif de réflexion. Regardez, moi je ne suis qu'un casseroleur. Ce que fait un artisan dans un monde de scientifiques. Mais les gens me disent, non, c'est quand même intéressant ce que tu dis, en plus c'est bon. Mais oui, non, mais draper un peu d'humour là-dedans, c'est pas mal non plus. Mais, et je trouvais que cette prise de hauteur, en tout cas avec l'espace, était intéressante. Bonsoir, merci. J'ai entendu tout à l'heure, ça m'a fait sourire, que les astronautes étrangers aimaient beaucoup quand c'était le tour du français de fournir à manger. Ça m'a fait penser qu'en France, nous avons une tradition de toute façon aussi du point de vue diplomatique, sans aller jusqu'en dans l'espace, entre les différents pays. On ne trouvera pas forcément les mêmes animaux, donc pas la même viande, pas les mêmes fruits, pas les mêmes légumes, selon à quel endroit on se trouve sur la Terre. Et je trouve intéressant aussi que cet échange se crée, on parlait de météo tout à l'heure aussi, que cet échange se crée autour de la table parce que justement entre les différents pays,
on pourrait, on a toujours eu en France, je pense à Talleyrand et d'autres, cette tradition de diplomatie autour de la table en fait. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse à la fois ouvrir des discussions autour de la gastronomie, mais qui peuvent déboucher sur tout un tas d'autres choses dans les relations entre les gens et dans les relations entre les peuples, qu'on soit dans l'espace ou sur Terre et où qu'on se trouve sur Terre. Voilà, merci. Il y avait d'ailleurs une très belle pièce d'Ormesson qui s'appelait La Conversation et qui racontait autour d'un repas comme ça un échange assez passionnant avec entre autres Talleyrand. Bonjour. Alors, je voulais rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport aux expériences sur les astronautes pour leur permettre en fait d'effectuer leur mission dans de bonnes conditions. Et en fait, ça m'a fait penser que ça faisait peut-être ressortir deux choses importantes sur la nourriture, en fait, sur notre alimentation, dans le rapport à l'espace, mais l'espace, pas l'espace du ciel, mais l'espace autour de nous et du temps. Parce que, en fait, il y a cette idée, effectivement, qu'on retrouve chez Claude Kichler qui dit qu'on devient ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'en fait, au sens propre du terme, en fait, on absorbe le monde et on le transforme en nous. Et en fait, dans l'espace, les astronautes, ils sont sortis de leur milieu naturel. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de ce cycle, en fait. Ils ne peuvent plus absorber et ni rejeter, d'ailleurs, comme on peut le faire ici. Et donc, ça fait, je dirais, ça révèle le traumatisme qu'il peut y avoir par rapport à cette fonction vitale qui est de se nourrir. Mais tout de suite, ça introduit le rapport aussi qu'on peut avoir au temps, puisque quand justement Thomas Pesquet demande d'avoir quelque chose qui lui rappelle son enfance, ça montre aussi que l'alimentation, en fait, c'est aussi un rapport au temps et une forme d'abolition du temps. C'est-à-dire que lui, il a besoin d'avoir ça parce qu'il va être déraciné, justement, et ce plat va le raccrocher à lui-même. Donc, comme s'il pouvait justement surmonter cette aliénation en fait, de son milieu naturel et que ça allait le raccorder à lui-même. Et ça, c'est finalement l'expérience de la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que cette Madeleine, au-delà du goût, en fait, elle encapsule en fait une partie de son moi qui a été enfoui dans le présent. Et donc, cette alimentation, on voit bien, parce qu'on part de quelque chose de très fonctionnel, il faut être efficace, il faut que ça corresponde à des choses très techniques, mais en fait, tout de suite, ce technique se transforme dans des exigences qui sont profondément existentielles, humaines, de convivialité, finalement, par rapport à soi-même. On a besoin de se retrouver dans ce qu'on mange. Bien sûr, j'entends votre propos sur le fait d'être déraciné et d'emmener un petit peu de son terroir et de son patrimoine avec soi. On avait le même problème sur les personnels embarqués dans la marine nationale, dans la marine en général, de garder une partie de ce lien terrestre et de ce lien personnel. Mais j'en viens à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, sur l'absepsie, moi je ne sais pas si on dit psy ou psychiatrique, des choses, mais ce lien émotionnel à l'alimentation est très, très, très important. Quand je disais tout à l'heure, c'est de donner de la mémoire et de l'éphémère, c'est quelque chose de très, très puissant. Et on est très inégaux par rapport à tout ça. Aujourd'hui, vous avez une alimentation pour beaucoup de gens qui est très inégale parce que justement, ils ont été déracinés. Pas forcément déracinés par rapport à leur pays, mais déracinés par rapport à la famille. Ils n'ont pas cette capacité à fabriquer finalement une mémoire comme ça, une mémoire du goût, une mémoire d'un ressenti autour de la table. Et c'est très déstabilisant parce que quand je vois, moi, des personnes qui ont souffert d'un déracinement, quel qu'il soit, eh bien, les médecins avec qui nous travaillons dans nos organisations nous disent ça va être compliqué parce qu'il y a une pathologie qui est liée à ce manque-là, à ce déséquilibre qu'il y a autour de l'alimentation. Et aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme la France, qui a une fracture sociale très, très dure depuis 40 ans, eh bien, on a réussi à créer une alimentation à 2 vitesses. Une alimentation pour des gens qui restent à vivre et qui peuvent se fabriquer des souvenirs gastronomiques, s'offrir, manger ces fameux 5 fruits et légumes, et puis écouter les discours bienveillants de nos médecins nutritionnistes. Et puis ceux qui, le 10 du mois, ont une alimentation bien souvent ultra transformée et qui ne se posent pas la question d'acheter une valeur
gastronomique ou une valeur alimentaire, qui se pose juste la question d'acheter un produit et pas autre chose. Donc, vous voyez, c'est compliqué, mais effectivement, quand on se met à refabriquer des souvenirs de table, eh bien, on voit qu'on peut aider les personnes à... Il nous faut de l'aide de praticiens, mais nous, chez les enfants, par exemple, ça nous aide beaucoup de leur redonner simplement le goût de la tartine beurrée, légèrement grillée, qui donne des arômes du matin, qui sert de réveil matin à l'ensemble de la maison, etc. Qui n'a pas vécu ça? Et vous voyez, c'est ce que vous évoquez, c'est très important. Et ce lien, je ne sais pas si on peut l'appeler, vous pourriez peut-être le dire, vous, madame, mais qu'on peut retrouver comme une forme de chemin de loyauté. Vous savez, moi, j'ai vécu chez les Compagnons des Devoirs, je y vis encore, j'étais militaire, et on parle souvent de chemin de loyauté qu'on ne sait pas expliquer. Eh bien, je trouve que ces chemins de loyauté, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on les retrouve dans l'alimentation, dans ce fameux compagnonnage, cette découpe du pain qu'on partage, parce qu'on n'en a pas trop, donc on le partage un petit peu, équitablement, mais qui crée un lien fort et qui donne, encore une fois, je le redis, comme le disait le moine Dongen, donner de la mémoire à de l'éphémère. Et quand on travaillait sur... vous voyez, j'ai travaillé avec Julien Lauprette au Secours Populaire ou avec Véronique Colucci au Resto du Cœur, mais par moments, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait rajouter des épices, comment on pouvait rajouter des petites choses qui font que pour des personnes qui sont devenues migrants plus ou moins statutaires dans notre pays, des gens qui sont à la rue, qui n'ont plus les moyens d'avoir cette cellule un peu protectrice pour manger, comment on leur redonnait ce goût un petit peu d'une cuisine qui leur rappelle quelque chose de qui ils sont. Et je trouve que c'est important d'avoir cette conversation parce que l'essentiel est quand même un petit peu là. Le nombre de fois où je rencontre des personnes, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'étais récemment dans un pays à l'extérieur de l'Hexagone, et ils me disaient mais moi, alors chez mes parents, on mangeait ça. Vous voyez, j'ai une école en Ukraine. Tous les 4 matins, on est bombardé, mais vous ne pouvez pas savoir l'ambiance qu'il y a autour de la table. Moi, ça me fait penser à mes grands-parents qui me racontaient les privations de la guerre. Mais je peux vous assurer que même pendant le couvre-feu, avec des briquets, des chauffe-plats, on arrive encore à se faire des plats. Or, on guette le bruit du drone ou le bruit d'un missile qui peut tomber sur le bâtiment. Et à chaque fois que je peux rentrer en contact avec mes élèves là-bas, il y a un truc qui se passe. Alors, vous nous montrerez comment on fait le biscuit, machin. Je dis, peut-être pas le sujet du moment, mais pour eux, c'est important. Vous voyez, c'est quand même étonnant que cette émotion corps-esprit, cette fusion gastrique qui fait que vous avez une réaction, une rétro-olfaction d'un produit qui vous donne une émotion. C'est pas tant ce que vous allez mettre dans votre estomac, finalement. C'est cette rétro-olfaction qui fait qu'à moi, vous dites oui. D'ailleurs, et je clôt mon propos, pardon, j'ai été un peu long, mais j'avais un chef qui était un gueulard, un type, il est toujours d'ailleurs, très gueulard, et il disait ton plat c'est nul, la cuisine c'est couleur, odeur, saveur. Et c'est vrai. Vous remarquerez que l'attractivité d'un plat, même sur des tripes, vous voyez, c'est moche les tripes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des plats de tripes, mais c'est assez moche. Eh bien, les chefs, ils mettaient une poignée de persil frais dessus. Et ça rendait tout de suite le plat plus glamour. Et vous voyez, c'est toutes ces émotions qu'on peut évoquer autour de la table, même très, très modestes. Vous voyez, ça peut vous paraître pas très intéressant, ces maraudes qu'on fait, mais je peux vous assurer que autour de ces maraudes, quand vous en faites quelques-unes, et ça m'est arrivé assez souvent, il se passe quelque chose et il y a un apaisement. Et c'est à ce moment-là que nos personnels soignants peuvent penser à parler de soins. Mais d'abord la bouffe. La bouffe. Et ça, c'est quelque chose qui... Pardon, j'ai été long. Merci. Bonjour à tous. Oui, vous avez jusque... Oui, merci, bonjour, merci à tous. Donc vous avez mis les mots que j'allais dire, donc couleur, odeur, saveur. Et donc manger, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est on mange avec les yeux. Et c'est la priorité. Je dirais avant de manger, on regarde. Et je dirais si on va dans les étoilés, donc ce qui est beau, c'est beau à voir. Et donc on est déjà relativement rassasié. Après, manger n'est que combler un besoin. C'est ça je dirais, qui pour moi est important.
C'est ce que vous disiez, Thierry, l'autre jour aux jeunes qui faisaient le concours. C'est-à-dire que déjà, il y avait l'annonce du produit, parce que les gens vous demandaient est-ce que les jeunes peuvent rester pour expliquer leur produit. Ils ont dit non, vous le dites juste, vous apportez l'assiette, vous dites juste le nom du plat, et c'est déjà une promesse. Et après, justement, il ne doit pas y avoir cette déception entre l'annonce et ce qu'on a dans le produit. Oui, non, c'est vrai, c'était une remarque que je fais souvent dans les restaurants. Et je ne suis pas critique, hein, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais l'intitulé est une promesse. Donc si vous ne retrouvez pas l'intitulé dans votre assiette, c'est qu'à un moment donné, le cuisinier s'est trompé. Mais on se trompe toujours. Au début de notre carrière, on essaie d'avoir des intitulés redondants. Il faut séduire le chaland. Et puis, j'avais des critiques gastronomiques qui disaient, mais d'accord, mais alors les petits légumes au pistou, tout ça, je les ai pas vus. L'agneau de 3 façons, j'ai pas vu qu'il y avait 3 cuissons différentes. Donc, vous voyez, la promesse n'était pas tenue. Et après, c'est s'attacher à cette promesse. Mais sur couleur, odeur, saveur, je vous rejoins, mais c'est somme toute même très, très modeste. Et c'est intéressant ce qui a été évoqué précédemment, parce que moi je vous parle de cuisine parce que c'est mon art de vivre aujourd'hui, mais l'hospitalité. Et c'est ça qui était intéressant dans les propos que vous teniez, c'était d'abord l'hospitalité. Après, que ce soit bon, c'est quoi bon ? On pourrait en débattre pendant des heures, dire oui, alors lui il cuit les poireaux mieux que l'autre, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est j'ouvre la porte, j'accueille. Vous voyez, je ne fais pas de comparaison parce que la France avait vraiment un sens de l'hospitalité, et notamment en milieu rural. Mais on a su le garder dans un pays comme le Japon. Vous pouvez aller chez Yoshinoya, qui est la marque la moins chère que vous pouvez manger quand vous êtes au Japon. Yoshinoya, vous commencez à manger pour 300 yens. Eh bien, vous avez de quoi vous laver les mains et un verre d'eau. Vous voyez cette symbolique. Encore une fois, je reviens et je ne veux pas en faire des tartines à beurrer sur la spiritualité, mais redonner du sens. Et j'aime bien, quand je l'ai évoqué, le travail de ce sociologue Claude Fischler qui disait « Redevenons des mangeurs, prenons le temps. Prenons le temps déjà de l'hospitalité. » Alors, c'est intéressant de remarquer que dans un pays où on a plus de fast-food aujourd'hui que de restaurants commerciaux. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, la force des fast-foods, c'est 20 milliards. Alors, ça explique plein de choses, mais je ne veux pas en venir là. Mais peut-être que, par moment, nous, restaurateurs, nous ne savons plus être sur le bas de la porte, la panse un peu en avant, en disant « Bienvenue ». Juste « Bienvenue ». On est heureux de vous recevoir. Mais la pire des choses, c'est qu'on s'est mis à se dire « Bon, il y a un temps compté en France, donc alors, monsieur, c'est peut-être plus vraiment l'heure de déjeuner. C'est fini, il ira au fast-food. » Donc, vous voyez, il y a aussi ce sens qu'on doit toujours se remettre en mémoire, c'est celui de l'hospitalité. De manger, c'est d'abord ouvrir un peu son cœur et son esprit aux autres. Je reviens, avant de laisser la parole, sur la notion d'intitulé, qui est une promesse. C'est valable en cuisine, mais c'est valable dans effectivement plein d'autres domaines. Et sur le temps moyen d'un déjeuner aujourd'hui, c'est 26 minutes. La notion de temps, on l'a effectivement complètement évacuée parce qu'on a voulu se tourner vers plus de soi-disant de je ne sais quoi, d'ailleurs de profitabilité, de je ne sais quoi. Mais on a perdu ce plaisir d'aller prendre le temps. Et je pense que, encore une fois, cette notion de prendre le temps, pour moi, elle est absolument essentielle. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de chemin de sincérité ou chemin de vérité, et je voulais simplement vous dire que vous accompagnez, j'accompagne mes personnes âgées, vous jeunes, et accompagner, ça veut dire manger le pain avec, cum panere, et c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Et moi, je travaille à l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est un lieu d'accueil où on va soigner de la même manière le clochard et le Premier ministre, avec cette fonction d'accueil. Alors, la promesse n'est pas terrible de ce qu'on va leur donner à manger, mais l'accueil est là, avec la même qualité de soins qu'on essaye de déployer avec nos moyens qui sont indigents aujourd'hui. Merci. Il y avait monsieur, juste, et Paul après.
Bonsoir, merci beaucoup, je trouve que c'est passionnant. Vous avez dit, mais je voudrais vous poser la question à tous les deux, vous avez dit que quel que soit ce qu'on mange, quoi qu'on mange, ce qui compte en fait c'est l'effet que ça produit et la convivialité, la conversation qui va en découler. Vous avez parlé des Madeleines de Proust. Moi la question que j'ai envie de vous poser c'est, on parle de spiritualité liée à ce qu'on mange, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une spiritualité de l'aliment lui-même? Je m'explique, il y a des cultures comme la culture bouddhiste où en fait on mange du vivant, même si... et je me suis toujours posé la question, alors pour la viande, on sait qu'il y avait un animal avant, et on vit dans un univers où tout est partagé, on a une terre en commun. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous pensez que la qualité intrinsèque de l'aliment qu'on mange, parce que j'ai eu l'occasion de faire des extras chez Potel et Chabot, j'ai vu des aliments arriver, et je peux vous dire que là, on est avec des restes à vivre assez élevés, mais il y a eu tellement de transformations sur les produits, que ce soit la pasteurisation, la congélation, on le ressort, on le reprend. Et donc, je me suis demandé, qu'est-ce qui reste à la fin du vivant initial? Bon, je ne veux pas faire de rapprochement avec le quantique, mais on parle d'espace, on parle de... Mais est-ce que, vous voyez, quand vous voyez, on dit que les arbres communiquent entre eux, je ne sais pas, par-dessous, par-dessus. Donc, ma question, c'est, qu'est-ce que vous pensez de cela, de la qualité du... Est-ce que la qualité du vivant des aliments qu'on mange a une nature spirituelle aussi, intrinsèquement, pas par rapport à... voilà. Je ne saurais pas répondre sur la spiritualité de l'ingrédient. Par contre, que l'ingrédient vienne du vivant pour aller vers le vivant, voir qu'il y a un moment de recyclage, ça est extrêmement important. Aujourd'hui, on sait le mesurer. Une terre saine, sans intrants, par exemple, avec des cultures choisies. Par exemple, vous prenez la févrole, le lin, le blé, vous n'avez pas besoin de traitement phytosanitaire. Et donc, vous apercevez, quand vous mesurez la terre qui n'a pas subi d'intrants, la plante qui n'a pas subi d'intrants, donc, eh bien, vous pouvez mesurer sa qualité, sa richesse en oméga 3 et en oméga 6 et en matière vivante. Et pour l'animal, c'est pareil, il va manger un produit de qualité et il révélera. Après, pour l'approche bouddhiste, pour avoir été volontaire dans les temples au Japon, d'apprendre cette cuisine dite végétarienne, on se posait la question, oui, du vivant, de l'animal à sacrifier, qu'on considérait pas être de fait pas utile, mais par contre, le vivant de la plante, on s'en occupait pas, on considérait qu'il y avait... Ça rentrait dans le domaine du cycle naturel des choses. Mais vraiment, c'était intéressant de travailler sur ce lien du vivant. Parce que aujourd'hui, alors, on est dans la conversation, je n'affirme rien, je veux garder beaucoup d'humilité par ça. C'est le commerce qui nous a beaucoup poussé. Dans beaucoup de consommation de viande, on en consomme 1000 fois trop. C'est-à-dire qu'on devrait rentrer dans des cycles de 80-20. Vous voyez, 80% protéines végétales pour 20% de protéines animales. Ce serait un équilibre intéressant dans le sens où on serait moins impactant pour la planète. Mais ce sont les forces du commerce qui font qu'à un moment donné, on s'est dit, on va tout faire pas cher. Il y a une dimension politique. Donc on se dit, si on fait tout pas cher, c'est la théorie du low cost, donc c'est l'économie du renoncement. Vous renoncez à la qualité, je vous fais des petits prix, et les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent font croire qu'ils ont du pouvoir d'achat. Alors je dis ça parce que c'est étayé par différents économistes. Quand j'ai lancé ça un jour sur l'économie du low cost, je ne savais plus quoi dire, j'étais piégé par mes propres mots, n'ayant pas de compétences économiques. Et puis finalement, il y a un chercheur de Stanford qui me dit, vous avez raison, l'économie du low cost, c'est une économie du renoncement. Alors c'était le renoncement à plein de choses, et on pourrait en débattre pendant des heures, et notamment à cette idée du vivant, sacrifier des animaux pour rien.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit que si on étudie, et moi je trouve qu'il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation, mais si on étudie la tradition alimentaire du 19e siècle, même des paysans un peu riches mangeaient de la viande 2 fois par semaine. Ce serait largement suffisant. On mettait un gras de jambon en fin de semaine ou des poulets sur la broche et ça suffisait à l'équilibre alimentaire. Donc il y a plein de choses qu'on doit reprendre en compte sur effectivement ce lien du vivant. D'abord la cuisine, et je me tais après, mais la cuisine c'est de donner envie à des gens en vie. Donc c'est pas la surabondance, c'est Paracelse qui disait c'est la dose qui fait le poison. Vous voyez, c'est de ramener encore une fois dans ce sens de la spiritualité. Je n'ai pas vocation à parler de spiritualité en permanence, mais de dire réfléchissons, redevenons des mangeurs. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et encore, je le dis humblement, je n'ai pas de réponse à vous faire là-dessus, mais en tout cas, j'essaie en tout cas d'y réfléchir. Pour compléter et sans du tout chercher à aller dans vous savez, vraiment un complément, mais en vous écoutant, je pense à nos amis, oui, nos amis astronomes et tous ceux qui nous disent, alors au-delà même du vivant, la place que nous occupons au sein de cet univers. On parlait tout à l'heure de ce que l'espace nous a appris. Nous a appris à nous placer, nous localiser sur cette petite planète qui est perdue, voilà, dans une branche quelconque d'une galaxie elle-même. On connaissait l'histoire. Et donc c'est vrai, prendre conscience de la place que nous occupons. Alors ça peut être effectivement dans des moments vraiment particuliers, parce que moi je vous assure que quand je mange, je ne pense pas tout le temps à ce qui se passe avec tout ce que nous disons aujourd'hui. Je me rends compte que c'est rare, ça arrive quand même. Mais c'est à la nourriture, il y a tant d'autres moments où nous pouvons prendre conscience à travers ce que nous sommes, ce que nous expérimentons comme être vivant, de la place que nous occupons dans cet incroyable univers que certains appellent cosmos. Alors, on pourrait parler sur microcosme, macrocosme, enfin, toutes ces expériences-là. Alors, à chacun d'utiliser les meilleurs moyens pour peut-être prendre faire cet exercice de conscience, même sans parler de spiritualité, de conscience. Et alors, en fonction des cultures, des religions, il y a tant de chemins différents. Je vous le disais en commencement, aussi en préparant cette conversation, il y a un personnage qui m'est venu à l'esprit, qui est Hildegard de Bingen. Bon, alors, peut-être que certains la connaissent, c'est une moniale bénédictine du XIIe siècle, et un personnage érudit, enfin bon, comme il y en a peu par siècle, surtout à cette époque-là, et qui mélange à la fois la théologie, la vie mystique, la médecine, enfin à la manière du XIIe siècle, et qui est très marquée par ça, c'est ce lien entre tous les êtres vivants. Elle a un mot qui sont viriditas, la puissance de vie qui nous traverse, et comment nous la gérons. Alors comme en thérapeute, en cuisinière, elle fait aussi, elle cultive des plantes. Enfin bon, alors aujourd'hui elle est un peu à la mode, peut-être dans l'équivalent du fast-food, dans le New Age. Bon, alors c'est peut-être un peu réducteur, parce que je pense c'est un personnage qui mérite plus que ça. C'est quelqu'un qui a une dimension humaine et spirituelle incroyable. Mais c'est simplement un exemple de dire, oui, trouvons au moins chacun d'entre nous les moyens de nous rappeler que, effectivement, nous sommes des éléments, c'est pas du tout réducteur, mais poussière d'étoiles, aurait dit Hubert Reeves, avec d'autres, ou voilà, des canaux qui profitons de ce flux vital, enfin, tant de mots le disent, et aussi tant d'expériences. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'acte de... Ce qui est votre cas, pas du tout le mien, je ne sais pas préparer du tout les plats, je suis un cuisinier, mais en dessous du niveau minimum. Mais je trouve merveilleux cet art de trouver des éléments issus de toutes les formes du vivant, de les préparer, de les oui, avec, je ne sais même pas quel terme utiliser, de les partager, d'en nourrir sa famille, et même le plus grand des spirituels doit à un moment donné manger. Il ne faut jamais l'oublier quand même. Enfin, il ne s'agit pas de s'échapper, il s'agit d'habiter ce que nous sommes. Et nous sommes des êtres vivants qui ont besoin de nous nourrir. Bon, voilà. Alors, et cet acte de se nourrir peut devenir aussi un acte dans certains moments, grâce à certains maîtres, un acte de plaisir, un acte pour les yeux, pour les narines, pour tout ce qu'on veut. Mais tant mieux si nous avons l'occasion de le faire grâce à certains d'entre nous, et tant mieux si nous avons à quelques occasions l'occasion de prendre conscience de cela. Et je vous confirme, les arbres communiquent entre eux.
moi qui suis un agronome et un forestier, oui, le vivant végétal n'est pas moindre que le vivant animal. Après, c'est nous qui sommes capables d'entrer ou pas en relation avec ce vivant-là et de mettre ça en œuvre. Ça ne m'empêche pas de manger, d'adorer manger des tomates. C'est vrai qu'une petite salade de tomates préparée par ma grand-mère, ça c'est que, voilà, dans mon souvenir, ma Madeleine de Proust. Dans ce que vous évoquez, je vais juste répondre à cela par une anecdote. J'ai travaillé en Corée et je devais former des cuisiniers coréens à la cuisine française. Et il y a un chef qui était assez réfractaire. Il m'a dit d'accord, mais moi je vais d'abord vous montrer ce que je sais faire. Et c'était le spécialiste du wok. Et il me disait, je n'ai plus jamais mes légumes avant. Donc il avait des légumes de moins de 6 heures. Il disait, je cuisine du vivant, donc je respecte le vivant. Alors je ne sais pas si c'est dans mon esprit ou quoi que ce soit, mais le fait de l'observer travailler, avoir une coupe juste, disait le moine Dongen, goût juste. Maîtrise du geste, maîtrise du feu, maîtrise du temps. Le temps pour faire et le temps, la saisonnalité. Et c'est vrai que ces plats étaient brillants. Ils étaient attractifs et on avait l'impression qu'il avait respecté le vivant. Est-ce que c'est une vue de mon esprit ou pas? En tout cas, c'est ce qu'il défendait. Et j'ai travaillé avec beaucoup de chefs en Asie et qui disaient, non, ce qui tue la cuisine, c'est sa mise en place. Ce que vous avez évoqué chez les traiteurs, cette pré-préparation des choses. Oui, ça tue le vivant. Et Jacques Maximin, qui a été un de mes chefs, dit à peu près la même chose. Donc le rêve, quand vous êtes un chef ultime, reconnu, que vous avez les moyens de le faire, c'est de faire à manger sans rien préparer au début et de cuisiner en direct pour le client. Et c'est vrai que la cuisine n'a pas une même saveur. Je vous l'assure. Mais c'est quand même une mécanique dans laquelle il faut nourrir beaucoup de gens en même temps, ce qui nécessite de ne pas avoir cette capacité à travailler. Mais je peux vous assurer, ce qui est mon cas aujourd'hui, à 66 ans, quand je reçois que j'ai 4 convives ou 8 convives grand maximum, je ne prépare rien à l'avance. Et je leur fais vivre ce moment de transformation. Et ce lien du vivant, je vous le souhaite à tous, parce que vous êtes tous en capacité de le faire. Vous avez tous fait ça à la ferme, vous cuisinez un œuf frais, vous avez un poireau là que vous venez de cueillir, il est encore imprégné, vous le rincez à peine dans l'eau, et cette eau, vous allez la remettre dans le jardin pour ne pas la gâcher. Puis allez, vous allez cuire ce poireau avec juste un petit peu de matière grasse, un tout petit peu d'eau, parce qu'un poireau, c'est 90% d'eau. Vous le cuisez un peu à couvert, et quand il n'y a plus d'eau, quand le poireau a donné toute son eau, il va caraméliser comme ça, et puis l'intérieur soit moelleux. Vous allez avoir une émotion gastronomique absolument incroyable. Ça, c'est la cuisine du vivant. Et on le dit toujours, la cuisine, c'est de donner envie à des gens en vie. Et c'est cette mécanique du vivant. Mais ça, c'est quand on n'a plus besoin de gagner de sous avec ces restaurants. Alors, justement, je reprends sur les mots de Thierry Marx, donner envie d'avoir envie. Il y a une notion pour moi, je vais faire un petit témoignage. On a parlé du café, des fast-foods, etc. Et moi, j'ai trouvé un médicament social, j'appellerais ça du Meurice à aujourd'hui. J'ai été formé par des professionnels à l'hôtel Meurice à l'époque. On trouvait du boulot facilement, on prenait le François. J'étais au chômage il y a quelques années. Guillaume connaît mon histoire, mais en fait, le café du commerce. Combien de fois on a créé des cafés contacts de l'emploi dans des quartiers prioritaires? C'est né à Strasbourg, j'étais au chômage. Je l'ai fait à mon insu, je ne savais pas que ce serait bien. Ça m'a permis de retrouver du travail, mais c'est surtout, c'est ça le témoignage dans le temps que je voudrais partager, c'est combien de fois j'ai eu des publics, que ce soit à Marseille, quartier nord, partout, qui venaient, qui cherchaient du boulot, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas à manger. Mais ils me disaient, c'est fabuleux. Alors je leur disais, mais t'as trouvé du boulot? Non. J'ai eu un interlocuteur. Et le café, alors on n'est pas obligé d'aimer le café, mais le problème, c'est qu'il y a des cafés qui disparaissent. Et moi, j'ai un souvenir extraordinaire que je voulais partager. C'est combien de fois, quand j'étais petit, j'allais en Picardie, viens boire un petit au café. Et on a le café et on fait le monde. Mais le café du commerce, combien de fois on a eu des gens qui étaient en rade, qui ne mangeaient pas, etc. Pour eux, le lien alimentaire le plus intéressant, prioritaire, c'était l'échange et la rencontre d'un interlocuteur. Tout ce qu'on dit là, et on y reviendra en conclusion tout à l'heure, c'est que finalement on est dans une logique où on passe du jeu au nous. Et tout l'intérêt, c'est effectivement d'avoir une approche qui soit une approche collective et en respectant chacun dans ce qu'il peut apporter de ce qu'il porte.
Une question très brève. Merci pour ces échanges, c'est passionnant. Vous avez tous parlé de la table et vous avez mentionné Thierry Marx, Claude Fischler. Moi, il m'a appris un mot ancien que je ne connaissais pas, qui est commensalité. Je voudrais savoir ce que vous mettez derrière ce mot. Je pense qu'on y met tous des choses des fois assez intimes, donc j'aurais aimé vous entendre et aussi peut-être les autres personnes là-dessus. Claude, j'ai beaucoup travaillé avec lui sur le livre blanc pour les EHPAD et on a beaucoup travaillé aussi sur les écoles. Et quand il parle de commensalité, c'est l'acceptation de manger avec les autres. Un peu le contraire de ce qu'on est en train de vivre avec le fast-food, se replier derrière son écran et de manger comme ça tout seul, qui crée beaucoup de frustration et beaucoup de déprime. Mais quand il parle de commensalité, c'est d'accepter de manger avec les autres, même si c'est pas très bon. Et on l'a beaucoup expérimenté avec lui sur les cantines scolaires. C'est pas du tout pareil quand vous créez un lieu pour manger pour les enfants, quand le chef vient expliquer ce qu'il a cuisiné, qu'on organise un peu la table, des filles, des garçons, tout ça c'était filmé, eh bien on s'apercevait que même des crônes, vous voyez, ces petits légumes là, pas très jolis, ben on arrivait à en faire manger aux enfants. Parce qu'ils se comparaient entre eux. Ils disaient, oh là, lui, si la fille en mange, alors moi, le garçon, j'ai aussi l'audace d'en manger. Et puis, si elle se tient bien à table, alors je me tiens bien à table, etc. etc. Donc, cette idée de la commensalité, elle est très importante parce qu'elle est tout ce qu'il vient d'évoquer d'ailleurs avec le café. Vous voyez, ces cafés qui disparaissent en ruralité, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Il n'y a plus de lien social. Et puis, bon, c'est pas si grave. Et puis, les gens buvaient trop. Mais les gens s'exprimaient, avaient des conversations. Est-ce qu'une conversation a besoin d'être utile? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'elle peut être futile? Oui, probablement. Est-ce qu'elle peut, comme je l'évoquais tout à l'heure, débattre que le temps est plus long ou plus court? C'est pas très grave. Mais cette commensalité, elle est importante parce que dans ce monde parallèle qui nous est imposé aujourd'hui, que sont les réseaux sociaux, un monde qui finalement n'existe pas, qu'on fait exister avec des pseudos finalement, vous avez besoin de retrouver. Et aujourd'hui, quand on repart sur l'idée de refaire des cafés, de refaire du lien, du vivant, c'est ça la commensalité. Les anciens l'avaient très bien compris. Quand vous aviez tous ces bouillons où on mangeait pour pas cher, pour pas jeter la marchandise, il ne faut pas oublier que les bouillons avaient été créés par des chevillards, pas du tout par des cuisiniers, mais ils ne voulaient pas acheter les avants de bœuf, alors on passait les abats et on mangeait pour 5 francs à l'époque avec un quart de vin. Mais le notaire de province était là, l'ouvrier de chantier était là, tout le monde était là. Dans un bistrot, si vous prenez simplement les années 70, on mangeait pour 1 heure du salaire minimum. C'est ça la réalité économique. Pour 1 heure du salaire minimum, vous étiez au coude à coude avec une entrée, un plat ou un plat, un dessert. Et avec tout le monde. Et cette commensalité, elle était utile. Regardez, dans un pays qui s'est fracturé, je suis pour ou je suis contre. Vous voyez, c'est là où l'intérêt de cette commensalité, elle retrouve son exigence, vivre ensemble. Et regardez, les gens qui n'ont plus cette accessibilité, moi je le vois en milieu rural, et en milieu rural, aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, un député m'appelle, parce qu'on vient de déposer une loi sur le fait maison. Il me dit, tu vas quand même pas me laisser m'installer un fast-food dans ma commune, en Béarn. Je dis, mais c'est toi qui l'as installé. C'est toi qui l'as installé. Vous l'avez installé. Donc faites une TVA plus avantageuse pour un petit bistrot de campagne qui va retrouver son lien social et on va retrouver de fait autour une situation qui sera bien meilleure, plutôt que de s'enfermer chez soi. Vous voyez, ce rôle de la commensalité à table, d'accepter de partager un repas avec les autres, ça prend tout son sens dans un monde où on essaie de mettre tout le monde en mode silo. Le mode silo, ça donne des gens qui ont peur des uns et peur des autres, qui affirment des choses d'un côté et qui affirment des choses de l'autre, mais il n'y a plus de lien. Et ça, il faut y faire très attention, parce que je reviens sur le travail que vous avez fait sur les cafés de job dating, mais c'est génial. C'était la soupe populaire. Et ça continue. Donc vous voyez, c'est le truc. Et puis, quand vous prenez la grande idée de Coluche, resto du cœur,
Un resto, tout le monde pouvait aller au resto. Aujourd'hui, quand vous faites partie des Restos du Cœur, moi, ce qui est mon cas depuis une trentaine d'années maintenant, j'y vais en tant que bénévole, souvent, mais j'ai l'impression d'être en famille. J'ai des bénévoles, des bénéficiaires qui sont devenus bénévoles, tout le monde se retrouve. Globalement, c'est rarement très bon, mais on est entre nous. Cette commensalité, vous voyez, il ne faut pas la négliger. Et on arrive en ce moment à faire remonter l'idée, dans cette loi transpartisane que va être le fait maison, l'idée que pour vivre ensemble, il faut quand même accepter de manger ensemble. Et je reviens à ce que vous disiez, madame, sur le fait de créer ce lien avec l'estomac, donc l'esprit, le souvenir, ces brassages de rencontres. Finalement, vous avez moins peur de l'autre. Parce que l'autre, il ne mange pas forcément comme vous. Alors vous trouvez scandaleux. Moi, je suis né dans le quartier de Belleville-Ménilmontant. Déjà, dans mon année de naissance, il y avait déjà quasiment 45 nationalités différentes entre Belleville et Ménilmontant. Et mon grand-père, Marcel Marx, quand il a vu arriver, au départ, on a eu les cafés kabyles, ensuite les juifs tunisiens, après l'Afrique plus sur la porte de Montreuil, et puis après, on a vu arriver les premiers d'Asie du Sud-Est. Mon grand-père, lui, il pensait que c'était des Indo-Chinois. Il disait, c'est bon ce qu'ils font, ces gens, quand même. Donc, globalement, ce sont peut-être des gens sympathiques. Vous voyez, c'est toute la magie, y compris de la street food. Nous, on mangeait des sandwichs juifs tunisiens. Est-ce qu'on s'interrogeait si c'était halal, kasher? Mais pas de raison. D'ailleurs, les musulmans et les juifs s'engueulaient sur les jeux de dominos. Ils jouaient au domino ensemble et ils s'engueulaient qui avait gagné ou perdu la partie. Personne. Mais quand vous enfermez les gens, c'est ce qui nous est arrivé quand on est arrivé dans ces quartiers dits HLM de la ville de Paris, en Seine-Saint-Denis ou en Val-de-Marne. L'escalier A, c'était les gens comme ci, l'escalier B, des gens comme ça. Puis finalement, on ne s'est plus parler. On s'est mis en mode silo. Le grand rêve de nos parents, c'était d'avoir une maison. Donc ils sont partis. Puis après, la cité s'est refermée sur les plus précaires, où on n'a plus communiqué. Or que dès lors que vous entrez avec l'idée d'un plat, moi je le vois bien en détention, vous rentrez avec l'idée d'un plat, vous faites en sorte que ce plat soit acceptable par tout le monde, les gens se reparlent. Mais je le vis souvent en ruralité, où là on sent le besoin vraiment fort de retrouver le bistrot de campagne qu'on espère devenir un tiers-lieu pour remettre un bout de poste, pour remettre un bout de relation avec l'agriculteur, etc. Cette commensalité, comme dit Claude, elle est essentielle. Sinon, je commande un sandwich, je mange sur le bord de mon ordinateur, et puis je vais regarder Top Chef à la télé, mais je vais me commander 3 pizzas surgelées que je vais manger sur mes genoux. Et en même temps, je vais m'étonner d'avoir un diabète de type 2 et de ne plus pouvoir me mouvoir et de ne plus aller à la salle de sport. Vous voyez, donc le vivre ensemble amène plus de choses qu'il n'y paraît. Je vous propose qu'on demande à Claude, puisqu'il est là, de nous parler en quelques mots de la commensalité. Oui, j'ai bien fait de venir ce soir. Bon, mais tu vois que je t'oublie pas. Hein. Non, je suis très flatté, très honoré d'être là, puis d'entendre des choses passionnantes. Alors bon, la commensalité, oui, cum mensa, avec et table, donc on voit bien l'étymologie. Et j'avais envie pour illustrer le rôle à la fois de l'alimentation et de la commensalité. Alors l'alimentation tout court, ce qui est absolument frappant, je ne sais pas si on l'a rappelé, mais c'est que dans les représentations, en tout cas issues de l'Occident chrétien, mais pas seulement, l'élévation commence avec la privation de nourriture. C'est le jeûne qui fait monter, qui élève vers la spiritualité, ou une certaine spiritualité. Première chose, ce qui est paradoxal, parce que si on regarde l'histoire même de l'humanité, les fondements anthropologiques de l'homme, je crois que les paléoanthropologues aujourd'hui sont d'accord pour dire que si le petit primate est sorti de la forêt vierge et s'est aventuré dans la savane où il risquait de se faire bouffer par les féroces créatures qui régnaient, c'est essentiellement pour une capacité extraordinaire qu'il a eue et qu'il a développée et qu'il avait, qui était la coopération. Et donc, c'est en coopérant que s'est développé le langage, que s'est développé la chasse, que s'est développé le partage de la ressource
produite par la chasse, et donc l'organisation sociale. Et donc il n'y a pas de société humaine, évidemment, il n'y a pas de vie sans alimentation, tout le monde est prêt à le reconnaître, mais en même temps, il faudrait apparemment être un soi-disant pur esprit, n'est-ce pas, pour exister superlativement. Ça, c'est le grand paradoxe. Et pour aller plus près de nous encore, je commence avec la préhistoire, les origines de l'humanité. Un mot sur Rome et la Grèce. Il y a un professeur, enfin tous les chercheurs en histoire de l'Antiquité ont montré le rôle fondamental dans la cité grecque, puis dans la société romaine, dans la République et dans l'Empire romain, d'un rite qui est beaucoup plus qu'un rite, qui est une institution et qui est le repas sacrificiel. Alors le repas, on ne mange de viande d'un animal domestique que quand elle a été abattue rituellement par un boucher prêtre, qui partage l'animal après l'avoir sacrifié et le sert aux convives, aux commensaux du repas sacrificiel. Qui sont les commensaux? Uniquement les citoyens à part entière de la cité, c'est-à-dire en Grèce comme à Rome, les hommes, pas de femmes, pas d'esclaves, pas de métèques, pas d'étrangers, et chacun est servi dans le repas à raison de son rôle dans la cité. C'est comme ça que, si vous regardez l'étymologie du mot prince, c'est princeps, ça vient de primus capere, ça veut dire le premier servi. Le prince, c'est celui qui est le premier servi. Privatus, c'est celui qui ne participe pas au banquet sacrificiel ou au repas sacrificiel, etc. C'est-à-dire que toute l'organisation de la cité est à la fois symbolisée, matérialisée, représentée par ce partage de la nourriture carnée. Donc on voit bien l'importance. Alors, vous l'avez dit tous, là, plusieurs, Thierry évidemment, superlativement, parce qu'il insiste toujours là-dessus, sur le fait qu'on passe d'un avec à un sans, en somme. C'est-à-dire d'un nous à un je. Alors oui, on a conquis l'autonomie individuelle. Alors, il ne faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Il y a quand même des conquêtes extraordinaires. Ça peut changer le statut de la femme, ça peut changer les destins des individus sur leur carrière, par exemple, qui n'est plus déterminée par la famille, ou en tout cas en dehors de lui-même ou d'elle-même, sur le choix du conjoint. Tout ça, c'est des conquêtes. Mais arrive le moment où manger devient une affaire individuelle, personnelle, où il faut chacun faire des choix, prendre des décisions, alors que jusque-là, on ne se posait pas de questions. On allait se mettre à table parce que c'était l'heure du déjeuner ou du dîner. On me disait quand j'étais petit, on ne mange pas, on déjeune ou on dîne. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, par exemple, on utilise beaucoup plus librement le mot nourriture que jadis. Nous, on ne disait pas nourriture, dans ma génération, dans l'éducation, il ne fallait pas dire nourriture. Nourriture, c'était pour les animaux. Et donc, il y avait l'alimentation. Mais évidemment, il y a une influence de l'anglais, où food, ça couvre tout, de la cuisine aux ingrédients bruts et la nourriture de tout le monde. Bon, on a conquis cette autonomie et maintenant, il faut se débrouiller avec l'autonomie, il faut faire des choix. Et c'est extrêmement fatigant de faire des choix, c'est extrêmement difficile, et on en a l'illustration tous les jours avec les débats incroyables dans les réseaux sociaux ou ailleurs, ou les coups de téléphone que je reçois tous les jours de journalistes ou de blogueurs ou de je ne sais quoi, ou bien même quand il m'arrive de faire un exposé, une conférence ou quelque chose comme ça, où je commence par dire que c'est très difficile de parler de la nourriture parce que nous sommes tous spécialistes, devant un public, on est tous spécialistes, on mange tous au moins 2 ou 3 fois par jour, si tout va bien. Et on parle pendant un moment en disant, nous, on ne va pas vous dire de notre conseil, on n'est pas des médecins, et d'ailleurs les médecins en donnent beaucoup, etc. Et ben, c'est impossible d'éviter qu'à la fin, la première question qu'on vous pose, c'est, mais alors, qu'est-ce qu'il faut manger maintenant ? Et donc, de savoir ce que nous devons manger ou ce que nous pouvons manger, c'est devenu une question absolument lancinante à une époque où peut-être que la planète est en danger, mais enfin, on n'est pas au bord de la famine ou de la pénurie tous les jours. C'est ça notre paradoxe. Et donc, la commensalité, ça règle bien les choses parce qu'on s'arrange, on se met à table, il y a un menu, il y a des usages, il y a entrée, plat, dessert.
Mais manifestement, ça ne se passe plus comme ça tout à fait, et ça va probablement plus se passer exactement comme ça, mais je suis sûr qu'on va inventer de nouvelles façons de partager, de coopérer, d'échanger, parce que je crois qu'on ne peut pas vraiment vivre sans ça. Merci. Dans 5 minutes, parce qu'on va pouvoir avoir cette commensalité. Non, c'était parfait. Et on va pouvoir avoir entrée, plat, dessert pour ceux qui voudront rester. Vous vouliez dire un mot ? Rapidement, je voulais rebondir sur ce qui a été dit, qui était très intéressant, tout le monde. Ça va peut-être fuser dans tous les sens parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre-temps. Je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, le problème, c'est que même si on voulait bien manger et se connecter à ce qu'on mange, il y a cette impossibilité quelque part parce que si on n'a pas les moyens, qu'on n'est pas aisé, qu'on n'a pas un certain salaire, eh bien, on a accès à tout ce qui est, sans vouloir, tout ce qui est Espagne, 1 euro le kilo, 2 euros le kilo, qui est complètement insipide, qui n'a pas de saveur. Donc, au final, comme hier, par exemple, où je voulais manger des cerises françaises, j'ai vu 50 euros le kilo, j'ai vite changé d'avis. Du coup, j'ai l'impression qu'on est dans une roue industrielle, dans un monde. On est entraîné malgré nous dans le sans esprit, entre guillemets, sans spiritualité. Et j'ai l'impression que le fait de manger ces choses qui n'ont pas de goût nous déconnecte de nous-mêmes. Je voulais partager juste aussi une petite anecdote par rapport à ça. Moi, mes parents sont de Turquie, c'est des Kurdes de Turquie. Mes grands-parents étaient paysans. Et il n'y a pas longtemps, ma mère m'a apporté une tomate de Turquie. Elle m'a dit, je voudrais que tu goûtes. Et au moment où j'ai goûté cette tomate, ça m'a fait un souvenir, un flashback. J'ai réalisé cette terre où vivaient mes grands-parents. J'ai réalisé ce goût, cette odeur de la terre qu'il n'y avait pas. Et enfin, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je repense aussi à une émission où j'avais vu un agronome israélien qui parlait. On lui demandait, c'était le créateur de la tomate grappe, là, parfaite, qu'on voit dans les supermarchés. Et on lui disait, mais comment vous avez fait cette tomate ? Comment c'est arrivé ? Il a dit, ça m'a pris 10 ans. J'ai croisé une tomate verte et une tomate mûre pour qu'elle ait la forme de la tomate verte, qu'elle soit parfaite. Mais voilà. Et le monsieur lui dit, mais vous rendez compte que ça n'a pas de goût ? Et l'agronome lui répond, mais on ne nous demande pas d'avoir du goût. On nous demande une chose qui est parfaite, c'est-à-dire qui a le même calibre, qui n'est pas... voilà. Et enfin, donc voilà, c'est pareil en France, j'ai l'impression qu'on est beaucoup... je ne sais plus le nom de ce supermarché, vous connaissez sûrement, américain, où on peut acheter tout en XXL, là, je ne sais plus trop le nom. Oui, voilà. C'est effrayant, en fait. Des barquettes où il y a 4-5 kilos de poulet. Je trouve que je suis jeune pourtant, mais je trouve qu'il n'y a rien qui ne va. Les aliments qu'on reçoit, la plupart du temps, ils sont déjà morts parce qu'ils ont passé je ne sais combien de temps dans les frigos. Et je vais raccourcir en allant un peu plus vite. Et par rapport aux réseaux sociaux, je me rends compte qu'effectivement, les aliments, aujourd'hui, c'est un peu écœurant de voir la connexion que certaines personnes ont à l'aliment. Je pense notamment à la mode qui est asiatique, je crois que ça s'appelle le mukbang. C'est le fait de manger devant la caméra plein de crustacés, des assiettes énormes, sans piffrer, et puis les gens payent pour ça. Donc voilà, je trouve qu'on est dans un monde qui n'est pas très joyeux et qui perd sa saveur et sa spiritualité. Voilà. Merci, madame. Et ensuite, on va pouvoir continuer les conversations pour ceux qui veulent rester pendant le dîner. Mais on va... Oui ? Bonsoir à tous, je vais être rapide. Alors, je voulais rejoindre madame concernant toute la partie odeur. Il me semble que des ateliers sont proposés pour les personnes qui ont des problèmes de mémoire, et que la mémoire olfactive permet de retrouver cette mémoire, du moins donner du confort aux personnes qui ont un souvenir sur un parfum particulier, et que d'ailleurs le café est l'odeur la plus appréciée du monde, même pour les personnes qui ne boivent pas de café. Je veux aussi revenir à monsieur qui parlait de spiritualité dans les végétaux. On parlerait peut-être plus de vibration, et on parle en maçonnerie également des 3 règnes, le végétal, le minéral et l'animal. Donc, nous sommes partis d'un tout, finalement. Nous émettons des vibrations,
et peut-être aussi de la spiritualité pour ce qui est des végétaux. Le moment des agapes est un moment important pour nous francs-maçons, et j'aimerais savoir si Thierry a été inspiré par la franc-maçonnerie pour réaliser un plat. Merci de me poser cette question. Je vais d'abord répondre, enfin pas répondre parce que c'est pas un débat. J'ai compris votre message, enfin tout ce que vous ne compreniez pas dans le goût. Vous savez que rien quand on parle du goût de la tomate, je suis incapable de vous donner le goût de la tomate. Je ne sais pas. Alors je travaille là-dessus avec Pierre Veil sur est-ce qu'on peut entre une tomate hors sol et une tomate de plein champ finalement, est-ce qu'on peut y retrouver un goût un peu différent et regarder la valeur nutritionnelle. On n'y arrive pas encore. Mais c'est le souvenir que vous avez dans un goût de tomate que vous avez eu. C'est compliqué. Après, vous avez évoqué beaucoup de sujets et de la consommation qui nous pousse finalement à mal manger. Vous savez, quand vous avez un produit ultra transformé, il y a au moins 5 ingrédients que vous ne connaissez pas. Alors, c'est peut-être dommage d'acheter des tomates en Espagne quand on n'a pas les moyens d'acheter une tomate française. Mais déjà, quand vous coupez cette tomate, vous mettez un peu de sel dessus, vous faites cuire un œuf, vous êtes quasiment fait un grand plat et vous n'avez pas pris de risque. Parce que les produits, même phytosanitaires, on peut quand même regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc moi, je pense que ce qui est intéressant, encore une fois, nous avons employé ce mot spiritualité, on peut l'angler, mais de se dire je vais me refaire du bien. Et juste pour clore mon propos, c'est ce que disait Archestrate. Archestrate écrit, quand on lui pose la question sur la cuisine, il dit c'est plaisir, bien-être, santé. Alors nous, les cuisiniers, on a s'occupé du plaisir et du bien-être. La santé, c'est les médecins. Mais globalement, les médecins sont assez d'accord avec ça. Et pour travailler avec des agriculteurs dans lesquels nous avons fait entrer des médecins nutritionnels, des médecins spécialistes en nutrition, ils nous disent ça. Ils me disent okay, quand il y a du plaisir, il y a du bien-être, la santé en général, ça va pas trop mal derrière. Alors, tout ne se règle pas avec l'alimentation. Et très récemment, je prenais la parole dans un congrès de médecins, et évidemment, on m'interroge sur la cuisine, et à un moment donné, je sais pas, je me risque à un mot, je dis en plus, nous sommes un peuple sédentaire. Et il y a un cardiologue qui se lève, il dit, pardon monsieur, je vous arrête tout de suite, nous ne sommes pas un peuple sédentaire, nous sommes devenus un peuple immobile. Et ça m'a clos mon propos. Donc à un moment donné, il faut se remettre en verticalité par rapport à l'alimentation, se dire, ça, non. Après, c'est très facile à dire comme ça. Et puis quand je vois des mamans avec lesquelles, des fois, on a des situations économiques, ou des papas d'ailleurs, dans des situations économiques un peu complexes, elle me dit, mais nous, ce que vous ne percevez pas, c'est le sentiment de déclassement. Alors, vous voyez, il faut faire attention. L'alimentation, c'est un sujet, comme vient de le dire Claude, très sensible. On peut tout imaginer, évidemment. Et sur cette fracture sociale, c'est devenu très compliqué. Alors, parce que vous m'avez adressé une question, donc, est-ce que la franc-maçonnerie m'a inspiré un plat? Non, jamais. Mais elle m'a toujours conforté dans l'idée de l'hospitalité et du partage. Donc, c'est la base de mon métier. Si les gens n'entrent pas dans mon restaurant, s'ils ne viennent pas découvrir ce que je veux leur proposer, ça ne fonctionnera pas. Et donc je pense que ceux qui m'ont le plus inspiré dans mon métier, c'est d'être entré très tôt chez les Compagnons des Devoirs. J'ai commencé par le métier de pâtissier. Et c'est vrai que j'ai rencontré des hommes, à l'époque c'était beaucoup des hommes, peu de femmes, qui m'ont donné ce goût du bon, ce goût de l'expérience culinaire à faire partager. Parce que, globalement, si on le faisait que pour nous, ça n'aurait pas de sens. Et s'il y a bien quelque chose que l'on aime, c'est de rencontrer des gens au travers de ce partage de deux aliments. Et puis, je termine sur ce que m'avait dit un compagnon, et pourtant ce n'était pas un cuisinier, c'était un charpentier. Quand j'étais jeune compagnon à la maison des compagnons de Tours, il m'avait dit, tu sais, c'est pas ton patron qui protégera ton emploi, c'est ta curiosité. Plus tu seras curieux, plus tu seras instruit, plus tu seras instruit, plus tu seras un homme libre. Et je trouve que dans
le métier, dans ces métiers dits de bouche, il y a vraiment les racines de l'esprit qui naissent dans l'estomac, parce qu'à chaque fois que j'ai eu envie de manger quelque chose, j'ai eu envie de connaître l'histoire de ce quelque chose que je mangeais. Et donc ça m'a nourri comme ça, et ça me nourrit encore pour une passion de faire partager une émotion, quelle qu'elle soit, modeste, dans un bouillon, un coin de table, un Paris-beurre, ce que vous voulez. Mais l'idée que vous allez allumer chez l'autre une envie d'avoir confiance en vous, c'est quand même un moment assez exceptionnel. Et je crois en franc-maçonnerie, on rencontre un petit peu cette diversité, qu'on accepte cette diversité et que finalement, de façon apaisée, et c'est toute la salle des agapes qui nous permet de se dire, finalement, je suis au coude à coude, peut-être que le type est médecin, peut-être que le type est ingénieur, moi je suis pâtissier, mais finalement on peut parler et avoir des intérêts en commun. Et ça, c'est vraiment un moment très inspirant. Merci. Oui, quand Guillaume m'a invité à ces conversations sur spiritualité et puis nourriture, je me suis dit en bon mécréant que peut-être aujourd'hui, surtout qu'il y avait un théologien parmi nous, peut-être qu'aujourd'hui je comprendrais quelque chose à ce qu'on me raconte, puisqu'on a évoqué la scène, à ce qu'on me raconte sur l'hostie et l'Eucharistie. Voilà, donc vous avez 30 secondes, parce que je crois qu'on est un peu en retard. Et comment vous faites le lien entre ce rite chrétien de l'Eucharistie, auquel j'ai jamais compris grand-chose, et un bon plat cuisiné par Thierry Marx. Donc, en 30 secondes. Ça, c'est du fast-food, hein, je trouve. Votre question ouvre tout un pan, mais que nous avions aussi en tête. C'est-à-dire, au fond, la relation... Alors, et désolé, c'est un peu dualiste entre la terre et le ciel, pour être extrême. Mais ici, je crois que c'est possible, hein, puisqu'on a, si je reconnais bien, il y a des étoiles au-dessus de nous. Je ne suis pas maçon, hein, mais je suis capable de recevoir bon, je ne sais pas comment vous appelez, c'est peut-être le ciel. Voilà, et la terre, elle est là. Donc, et la question va être, comment notre nourriture terrestre peut nous élever vers le ciel, et qu'est-ce que nous recevons du ciel, peut-être pour être plus enracinés en terre. Et ce rite sacrificiel, vous en avez parlé tout à l'heure, dans l'Eucharistie, c'est tout à fait un rite qui s'inscrit dans les rites sacrificiels. C'est ce qui se joue. Ça dépend tout autant de ce que le croyant, je place en réponse de croyant, hein, peut recevoir du ciel, de celui qu'il confesse comme étant Dieu, et aussi de ce qu'il apporte. C'est pas seulement tout me tombe du ciel, la nourriture céleste, et puis moi au fond je n'ai plus qu'à bien digérer, parce que ce sera une bonne nourriture. Si c'est céleste, le cuisinier céleste, ça peut être que bien. Oui, mais c'est aussi qu'est-ce que moi j'aurais apporté. Et je pense que dans la spiritualité, en particulier chrétienne, il y a tout ce que moi j'apporte. Et pas seulement j'attends passivement que voilà, le Deus ex machina sort de ses cuisines et vient me nourrir. Moi, qu'est-ce que j'apporte ? D'où aussi ma remarque tout à l'heure, les aliments purs, impurs, on s'en moque. C'est moi, qu'est-ce que je génère dans mon propre estomac, enfin, sous-entendu, dans mes propres entrailles, dans mes tripes. Et là, on peut jouer sur les symboles. Et je crois alors, ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais c'est un peu une piste qui est dans ce sens-là. Derrière, si je peux me permettre moi, j'ai bien aimé ce qu'on disait tout à l'heure sur le menu et sur la promesse. Parce que je pense que c'est un élément qui est essentiel dans notre débat. C'est-à-dire, y compris dans la spiritualité. Au fond, je m'approche d'une table, alors que ce soit une table, voilà, une grande table dans un grand restaurant, un comptoir de bistrot, ou d'une table eucharistique, pour reprendre, puisque vous m'avez mis sur ce point-là, une table eucharistique ou une table sacrificielle, comme il y en a dans beaucoup de religions, c'est parce qu'il y a une promesse, et que je viens pour ça. On m'a promis quelque chose, ou j'ai promis quelque chose. Et c'est là que s'inscrit un chemin spirituel. C'est que cette promesse, elle est ouverte, à mon sens, elle n'est jamais close, et que nous avançons sur donc la manière dont nous remplissons cette promesse, la manière dont celui qui peut être mon maître, mon maître, mon chef, remplit ou pas cette promesse. Et je trouve que c'est peut-être une thématique qui pourrait être... comme c'est un peu le dernier mot, je mets
pas un mot de conclusion, mais un élément qui pourrait peut-être relier par plusieurs choses qu'on a pu dire aujourd'hui, mais c'est donc la prochaine fois, quand je vais lire un menu, je vais dire est-ce que la promesse a été remplie? Mais pour moi, la notion de promesse, elle est absolument centrale. C'est la différence entre ce que je vais lire, ce que je vais percevoir, ce que je vais comprendre, ce que je vais entendre. Pour revenir sur Monseigneur Najib, il me parle toujours de la troisième oreille, qui est l'oreille du cœur, qui est aussi ce qui permet d'aller comprendre l'autre. Mais la promesse, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est cette capacité à ne pas être déçu, mais et à ouvrir plein de choses. Je repensais à ce que vous disiez quand tout à l'heure on parlait des repas. La première chose, finalement, quand on arrive chez quelqu'un, souvent, quand on va à un dîner, on dit ça sent bon. Il y a déjà ce lien à l'odeur de ce que l'on va voir, etc. Et je trouve que ça ouvre sur beaucoup de belles choses. On va effectivement s'arrêter. Juste avant de terminer, j'avais envie d'avoir l'avis de Jean-Raphaël sur une citation d'Alexandre Dumas qui dit « Le vin est la partie intellectuelle d'un repas. Les viandes et les légumes ne sont que la partie matérielle. » Est-ce que vous partagez ça ? Sur le vin qui serait la partie intellectuelle d'un repas, les viandes et les légumes qui n'en seraient que les parties matérielles. Dans la maison qui est la nôtre, ce qu'on adore, c'est les symboles. Et donc, si on doit traduire votre citation au sens symbolique, elle est tout à fait satisfaisante. Il y a d'ailleurs des degrés dans lesquels les éléments que vous citez sont cités eux-mêmes. Mais voyez-vous, moi, ce qui m'avait séduit dans le thème de ce soir, c'était moins la technicité de ce qu'il y a dans l'assiette que la dramaturgie de ce qu'elle permet. C'est-à-dire la capacité à ouvrir la porte à un temps plus lent et à plus d'intimité. Et je pense que dans le thème que vous avez choisi ce soir, le plus important, c'est ça. C'est cette capacité qu'il y a autour de la table. Pardon Thierry, je ne veux en aucun cas rentrer dans le domaine qui est le vôtre, mais autour de la table au sens général du terme, de cette capacité qu'elle nous donne les uns les autres, d'avoir ce supplément d'intimité qui permet de passer des choses matérielles aux choses spirituelles. C'est ça, me semble-t-il, la clé. Et alors, je voudrais vous faire une confidence. En bon maître de maison, je suis allé tout à l'heure au restaurant qui est le vôtre, de manière à voir comment s'organiser les choses. Et en matière de commensalité, j'ai pas une bonne nouvelle. Non, mais je parle sérieusement. Plus d'une quinzaine d'entre vous ont réservé une table seule. Alors, je voudrais juste vous transmettre ce message. Ici, lorsque on dîne le soir, après les nourritures spirituelles, et qu'on passe aux nourritures terrestres, on a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de petites tables. Il n'y a que des grandes tables où on se rencontre pour échanger entre nous. Et donc, j'ai proposé à votre collaborateur de rapprocher les tables individuelles. Je vous souhaite la bienvenue ce soir au restaurant Thierry Marx. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. En conclusion, une phrase vous l'avez cité tout à l'heure Thierry, mais c'était difficile de finir cette journée sans penser à Edgar Morin. Et je voulais juste reprendre une phrase qu'il a, il y en a des tonnes et des tonnes, mais qui avait un lien par rapport à ce qu'on s'est raconté aujourd'hui sur le dialogue et sur l'importance des conversations. Et il disait en octobre dernier, le dépérissement du dialogue politique affaiblit la démocratie dont l'existence même est menacée. Voilà. On se retrouvera, si vous le voulez, le 26 septembre prochain sur une thématique autour de accords et désaccords, qui sera autour de la musique et de la cuisine, et toujours comment les nourritures de l'esprit naissent dans l'estomac. Et en novembre, sur le goût des conversations avec Éric Orsena et Julien de Normandie, et toujours à chaque fois, bien évidemment, avec Thierry Marx. Merci de vos conversations, merci de votre écoute, merci de ne pas savoir quel est le résultat entre le PSG et Arsenal parce que ça va être fini. Merci aussi, si vous le souhaitez, d'aller à la sortie pour ceux qui voudraient
prolonger ces échanges. Vous avez les livres qui ont été publiés par les uns et les autres ce soir qui sont en vente juste à la sortie du temple. Merci beaucoup et bonne soirée. Et de toute façon, on continue pour ceux qui restent tous ensemble, effectivement, cette conversation au restaurant en bas.